L'histoire commence quand un type se réveille et découvre, étonné, que ses mains sont vraiment minuscules. Il regarde autour et réalise qu'il est dans un genre de royaume gigantesque. Jess s'inquiète et le supplie presque, craignant qu'il ne tombe par la fenêtre. Ce gamin s'appelle Vaughn. Il s'excuse en expliquant que le paysage extérieur était juste trop magnifique. Il en était tout bouleversé. La bonne est choquée de l'entendre parler ainsi et se demande où il a pu apprendre des mots aussi compliqués. Elle rappelle qu'il n'a que 2 ans. Et voilà qui surprend Vaughn. Il a l'air plus âgé, alors il se demande ce qui se passe. Il garde des souvenirs flous d'avoir vécu ici. Il se demande donc si ce truc s'appelle la réincarnation. Vaughn se rappelle qu'on l'appelait Till dans une autre vie et son nom est Von Nefertio. Son père est Marquise et ses grands frères, Mercia, Jard et Sesto. Till impressionne tout le monde en prononçant leur nom complet à son âge, mais Vaughn veut juste savoir où il se trouve exactement. Pendant que toute la famille prend le petit déjeuner, on sent une atmosphère tendue et sérieuse. Vaughn, lui, n'est pas du tout comme ses frères, et les bonnes le trouvent toutes adorables. Il mange ses légumes comme un gentil garçon, et les bonnes le complimentent sur sa façon mâchée. Elles le trouvent irrésistible, alors Vaughn se sent un peu VIP dans un club pour hôtesses. Vaughn met les plaisanteries de côté pour faire le point sur sa situation. Il semble être rené dans ce nouveau monde, mais ses souvenirs du Japon restent intacts. Dans le salon, on voit à quel point Marquise est sérieux quand il demande à Jard ce qu'il va étudier aujourd'hui. Jard répond aussitôt qu'il apprendra la magie du feu et les formations de combat. Marquise pose la même question à Sesto. Sesto répond qu'il étudiera la magie. Puis Marquise se tourne vers Vaughn pour savoir ce qu'il fera, et la réponse de Vaughn est un peu différente. Vaughn explique qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore, alors il pensait commencer par étudier la culture et l'histoire de leur nation, ce qui choque instantanément ses frères, et Marquise ne peut s'empêcher de rire. Il croyait choyer Vaughan parce qu'il était le dernier enfant de sa défunte épouse Mira, mais il est fier de voir qu'à 2 ans à peine, Vaughan a déjà fière allure. Marquise se réjouit de sa croissance et pense que Vaughn héritera d'une puissante magie de feu comme Mira et lui-même. Marquise dit que l'avenir de la famille est entre de bonnes mains et il attend avec impatience l'évaluation d'aptitude magique de Vaughn à 8 ans, puis il devient sérieux. Il mise beaucoup sur lui. Vaughn réfléchit alors. Apparemment, l'aptitude magique d'une personne compte beaucoup ici. Leurs capacités offensives servent à protéger les gens, donc les nobles veulent que leurs enfants maîtrisent l'un des 4 éléments. Ces 4 éléments sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Ceux dont l'aptitude ne correspond à rien de tout ça sont regardés comme des parias. Dans sa famille, Marquise et tous les frères de Vaughan ont l'un de ces 4 éléments. Un peu plus tard, on voit que Vaughan s'est vraiment pris de passion pour la culture du pays pendant ses études. Il fixe une carte et se demande si ce port voisin est le seul d'où partent des navires. Il explique que d'énormes monstres rôdent en haute mer et que les bateaux seraient attaqués s'ils partaient hors d'ailleurs. Van boit ces infos comme un gosse devant un conte. Il veut savoir quelle race peuple ce monde. Tilde commence à énumérer les types, comme elfes et nains, mais les autres servantes l'interrompent. Tout ça est trop complexe pour un enfant de 2 ans, alors Tilde s'excuse. Vaughn lui répond que ce n'est pas un problème, il pose ses questions parce qu'il veut tout apprendre. Il s'intéresse maintenant à autre chose et demande à Tilde de lui enseigner les outils magiques. Tal commence par expliquer que les cristaux magiques, les gemmes et même certaines pierres et minerais peuvent stocker la magie. Avec ça, on fabrique des outils magiques liés à son aptitude. Les servantes sont ébahies de voir Ivan ingurgiter toutes ces notions alors qu'il n'a que 2 ans. À ce moment, leur petite leçon est interrompue par le majordome Esparta qui confirme que Vaughn a bien 2 ans et apprend à lire et à compter. Ce n'est pas suffisant pour Asparta. Il veut savoir précisément combien Vaughn en sait vraiment. Vaughn observe cet homme et se dit que Asparta est un majordome talentueux, apparemment au service de son père depuis de longues années. Cet homme a l'air fiable, mais Vaughn n'arrête pas de penser qu'il peut être terrifiant parfois. À voix basse, Vaughn admet que sa lecture est faible, alors Sparta veut tester ses compétences en calcul. Encore une fois, Vaughn parle doucement et explique qu'il sait un peu additionner et soustraire. Et Sparta ne perd pas de temps et lui fait passer un test express. Il lève quelques doigts et demande à Vaughn de dire combien il en tient. Vaughn compte correctement 5 doigts
et tout le monde attend patiemment la réaction d'Esparta. Celui-ci annonce alors qu'il va devenir le tuteur de Vaughn, et ce dernier est horrifié. Les leçons commencent immédiatement et sont impitoyables. Esparta ne fait jamais de cadeau à Vaughn, mais grâce à cette rigueur, il apprend à lire et à écrire en quelques semaines seulement. Vaughn se demande souvent si un tel apprentissage convient à un enfant de 2 ans, mais au final, ça lui sert énormément. Il passe ensuite 2 ans à étudier du matin au soir et finit par avoir 4 ans. On le voit maintenant s'entraîner à l'escrime avec Teal, mais il n'est pas à sa hauteur. Teal gagne comme d'habitude et Vaughn en a assez de ses provocations. Les autres femmes de chambre la reprennent, disant que Teal doit ne pas tenir à sa vie pour se moquer ainsi de Lord Van. Elles exigent que Van la punisse, mais Van répond qu'il ne tient pas rigueur de sa façon de faire. Les autres refusent de l'accepter. Normalement, c'est un grave affront d'être aussi impoli avec un noble. Vaughn reconnaît que c'est l'une des obligations liées à sa noblesse, alors il se prépare à punir Teal pour son insolence. Teal pousse un cri de terreur, mais Vaughn se contente de lui donner une petite tape sur la tête. Les autres femmes de chambre le supplient d'en faire plus, mais Vaughn déclare l'affaire close. Teal n'en revient pas qu'il l'épargne, et Vaughn lui offre un sourire rassurant. Il s'entraîne ensuite à l'escrime chaque jour, et à 5 ans, il tient désormais tête aux soldats plus âgés. Alors que Vaughn se bat contre un adversaire, il pense au style de combat des autres. D'habitude, il affronte des gamins, leurs attaques sont donc basiques. L'expérience de Vaughn dans sa vie précédente fait toute la différence. Il terrasse les soldats en formation sans peine. Après avoir éclaté le gosse contre qui il venait de s'entraîner, les autres apprentis s'exclament « Lord Van est incroyable !» Ils n'en reviennent pas que, en plus de tout le reste, il soit si bon à l'épée, un vrai prodige. Van se montre aussi d'un grand cœur en aidant le gamin à se relever. Les autres sont impressionnés. Contrairement à Jard et Sesto, Vaughn leur parle malgré leur rang inférieur. Alors que Vaughn fait une pause, le commandant adjoint dit l'aborde. Il regarde ses mains et s'étonne. Vaughn n'a aucune corne. Il supposait qu'il s'entraînait à l'épée tous les soirs, il s'attendait donc à des mains rudes, mais non. Vaughn explique qu'il ne peut pas s'entraîner autant qu'il le voudrait parce que les études lui prennent tout son temps. Dee révèle alors qu'on lui a ordonné de pousser Vaughn à étudier 3 fois plus que les autres. Vaughn est choqué, il n'en avait aucune idée, mais tout s'éclaire. Il trouvait étrange d'être le seul à étudier du matin au soir, maintenant il sait pourquoi. Dee suppose que Vaughn préférerait apprendre l'épée et propose de plaider sa cause pour lui. Il traite Sparta d'intello et le critique d'être trop dévoué aux études. Dee ne veut pas ça pour Vaughn, il proclame que Vaughn doit plutôt suivre la voie de l'épée. Il jure d'enseigner tout ce qu'il sait à Vaughn pour qu'il devienne le meilleur épéiste du royaume. Il en fait des tonnes, mais le regard qu'il a convainc Vaughn qu'il est mortellement sérieux. Vaughn le calme en expliquant qu'il aime l'épée mais aussi les études. Il n'y a que tant d'heures dans une journée. Vaughn promet de faire de son mieux pour concilier les deux. Dee accepte et dit qu'au moins, il lui donnera des cours d'épée personnellement. Intimidé par la détermination de l'homme, Vaughn demande à Dee d'y aller mollo avec l'entraînement. Dee le rassure. Il n'a pas oublié que Vaughn est encore un gamin. Dee est impatient de lui apprendre le combat et quelque chose dit à Vaughn que l'entraînement à l'épée va être costaud. Et il a raison, Dee le fait balancer l'épée des centaines de fois. Il lui fait faire 100 montées et 100 balayages moyens, encore et encore. L'entraînement est sans pitié, interminable, jusqu'à ce que Vaughn trouve enfin un souffle et l'appelle un démon. Mais Dee n'en a pas fini. Voyant que Vaughn ne fait rien pendant la pause, il lui intime de ne pas s'asseoir, mais de rester en position accroupie pour se reposer. Dee devient carrément dingue, alors Vaughn pense qu'il n'est peut-être pas un démon, juste un idiot. Jess et Teal arrivent alors avec une serviette pour leur héros. Vaughn admet que sa vie a été dure, mais depuis sa réincarnation, chaque journée est un plaisir. En regardant autour de lui, Vaughn ressent une satisfaction qu'il n'a jamais connue auparavant. Il ne veut rien tenir pour acquis, il décide donc de profiter à fond de cette nouvelle vie. Plus tard, Vaughn repasse tout dans sa tête.
Réincarné, il est considéré comme un prodige dès l'âge de 6 ans et chaque jour se résume à des études harassantes et à l'entraînement à l'épée. Un jour, son corps lâche même en plein travail. Il est épuisé au point que tout semble insoutenable. À ce rythme, il se rend compte qu'il ne pourra jamais profiter de sa nouvelle vie. C'est pourquoi il annonce à Teal qu'il veut sortir jouer. Elle lui demande où il aimerait aller. Il réfléchit un instant, puis décide d'aller au marché et ils partent tout de suite. Au marché, Vaughn pense à ses frères. Ils ne sont pas vraiment en bons termes, tous très compétitifs, car celui qui sera le plus fort deviendra le chef de la famille. Il sait qu'il doit faire attention. Si son talent se voit trop, ses frères pourraient tenter de le tuer, et dans ces conditions, il ne pourra jamais vivre en paix. Voilà pourquoi Vaughn a choisi de se la jouer fainéant et d'être un gamin normal au lieu du prodige. Maintenant, il s'amuse, émerveillé par l'animation du marché. C'est le plus grand marché de la ville, juste à côté de la chambre de commerce. Cette entreprise est immense et a des succursales partout dans le royaume. Quand soudain, Vaughn entend un grand bruit au loin et voit quelqu'un crier après un gamin ligoté. Le type leur intime à tous d'arrêter de les regarder parce qu'il ne fait pas de spectacle et il est stupéfait quand les gardes de Vaughn se préparent. Vaughn les arrête et demande à l'homme pourquoi le garçon qui l'accompagne est attaché. L'homme explique que ce garçon est son fils et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Vaughn est choqué et l'homme poursuit en disant qu'il est venu vendre son fils comme esclave. Vaughn est perplexe, alors Teal lui explique comment ça se passe ici. Depuis longtemps, des familles pauvres vendent les enfants qu'elles ne peuvent plus nourrir pour survivre. Vaughn trouve ça épouvantable et se demande ce qu'il peut faire. À ce moment-là, une femme surgit comme par magie et demande si Vaughn est le cadet de la marquise. Teal confirme que c'est le prodige et montre même ses armoiries. La femme, ravie parce que tout le monde parle de Vaughn, le salue à la chambre de commerce. Elle s'appelle Rosalie et assure qu'ils ont tout ce dont Vaughn pourrait rêver à l'intérieur. Vaughn pointe aussitôt le gamin et explique qu'on va le vendre comme esclave. Il veut savoir pour combien, alors Rosalie l'examine. Elle se demande s'il a un don magique et l'homme dit qu'il maîtrise la magie du larcin. Ce n'est pas très prisé, donc Rosalie dit qu'on ne paierait pas plus de 3 grosses pièces d'argent pour lui. Cela met l'homme en fureur et il s'acharne sur son fils. Il le traite d'inutile, l'insulte comme un bon à rien, puis l'entraîne pour tenter de le vendre ailleurs. Mais il est arrêté net lorsqu'une voix annonce qu'elle achètera l'enfant et tout le monde découvre avec stupeur que c'est Vaughn. L'homme recule surpris quand Vaughn propose 5 pièces d'argent et ordonne à Tilt d'aller chercher l'argent. Il paye les 5 pièces et l'homme, sans hésiter, abandonne son fils. Vaughn se demande si le gamin va bien, mais celui-ci ne dit pas un mot. Vaughn défait la corde qui le ligotait et le gamin sort de son choc. Vaughn se présente et le gamin révèle qu'il s'appelle Khamsin. Vaughn lui explique joyeusement qu'il est libre maintenant, qu'il peut aller où il veut. Tilly s'étonne. Elle croyait que Vaughn l'avait acheté pour en faire un esclave, mais non, pas du tout. Vaughn a juste eu envie d'aider le gamin, alors il l'a fait. Il se demande si Khamsin a un endroit où aller, mais de nouveau, il reste muet. Vaughn devine que non, alors il lui demande s'il veut venir avec eux. Les gardes de Vaughn voient un souci. Ils doutent donc que la marquise accepte un enfant d'origine inconnue dans le manoir. Ce serait différent si Vaughn le ramenait comme esclave, donc Vaughn décide qu'il n'a pas le choix. Il demande si ça va pour Khamsin et Khamsin dit que ça ne le dérange pas. Excellente nouvelle, alors Vaughn annonce qu'il est temps de lui trouver des habits convenables. Vaughn réalise qu'il n'est pas très doué pour ça, alors il demande à Rosalie de les aider. Rosalie est ravie d'avoir des clients, mais d'abord elle dit qu'il faut finaliser le contrat d'esclavage. Elle prend alors leurs 2 mains et commence le rituel. Un sceau apparaît sur leurs mains et sert de contrat d'esclave. Il ne peut pas être retiré et le sceau restera tant que le contrat ne sera pas annulé. Rosalie dit qu'elle renonce aux frais du contrat parce que c'est leur première transaction ensemble et Vaughn la remercie. Rosalie reste bouche bée un instant puis se remet. C'est l'heure du travail. Alors qu'elle se met en route, Rosalie n'en revient pas d'avoir été remerciée par un noble. Vaughn est soulagé d'avoir tout réglé, il emmène Khamsin pour le rafraîchir.
Un peu plus tard, Camson a l'air d'une autre personne et dit à Vaughn que Dee le cherche. Vaughn propose un biscuit à Camson s'il dit à Dee qu'il n'est pas là, mais Camson réplique que Dee sait déjà qu'il est là. Il croque quand même dans le biscuit et Vaughn se demande où sont ses gants. Camson explique qu'il n'en a pas besoin, mais Vaughn s'inquiète. Est-il vraiment d'accord pour montrer son sceau d'esclave ? Camson n'est pas juste d'accord, il en est fier. Il dit que c'est le symbole de son amitié avec Vaughn, alors il aime le montrer. Vaughn fait remarquer qu'il a acheté ses gants pour lui, alors Camson balaye tout ce qu'il vient de dire et enfile les gants. À ce moment, Dee arrive en cherchant Vaughn, mais Camson affirme que Vaughn n'est pas là. Dee dit que quelqu'un a vu Vaughn entrer dans cette pièce, mais Camson assure que cette personne se trompe. Il avoue qu'il n'est pas sûr, il pense que la personne a halluciné à cause de ses sentiments forts pour Vaughn. L'enquête de Dee n'est pas terminée. Il remarque des miettes de biscuits sur le visage de Camson qui n'était pas là avant. Camson nie qu'elles aient jamais existé, mais Dee l'a vu les essuyer. Dee n'a plus de patience et conclut que Vaughan a dû soudoyer Camson pour mentir. Impressionné par son culot à mentir en face de lui, Dee décide qu'il va entraîner Camson à la place de Vaughan. Camson n'en croit pas ses oreilles, mais il ne peut rien faire tandis que Dee l'emmène commencer leur entraînement à l'épée. Vaughn sort quand il voit que c'est sûr et ne peut que s'excuser auprès de Camson de l'avoir laissé porter le chapeau. Un peu plus tard, tout le royaume parle de Vaughn. Il vient d'avoir 8 ans, âge auquel on évalue l'aptitude magique. Tous ses frères sont portés vers le feu ou le vent et tout le monde est persuadé que Vaughan aura le feu. Tous attendent avec impatience les résultats de Vaughan et lui souhaitent donc le meilleur parce qu'il est gentil avec tout le monde. Malheureusement, l'histoire vire au sombre quand la marquise apprend les résultats. On découvre que Vaughn n'a aucune aptitude pour les 4 magies élémentaires et la marquise est furieuse. Pire encore, on lui apprend que l'aptitude de Vaughn est en réalité la magie de production. Vaughn est terrifié par la réaction de son père et une tension envahit la pièce. C'est le pire des scénarios, la marquise expliquant que la magie de production est la plus malheureuse de toutes. Elle permet à son utilisateur de créer des épées et des accessoires en préparant les matériaux et en visualisant le résultat dans sa tête. Le problème, c'est qu'elle consomme beaucoup de mana et que ces objets peuvent être fabriqués sans magie. Donc la production est pratiquement inutile. En plus, la marquise se demande comment Van pourrait protéger le peuple avec ce type de magie. Il rappelle que sa défunte épouse, Mira, était une puissante mage du feu, tout comme lui. Leur pouvoir fut radiotransmis aux autres fils. Marquise se demande comment lui et sa femme ont pu engendrer un mage de production aussi inutile. Vaughn est le dernier enfant que Mira lui a laissé avant de mourir et Marquise est furieux. Il a un instant terrifiant de lucidité en comprenant qu'il a été idiot d'espérer. Vaughn montrait des talents rares malgré son jeune âge, alors Marquise s'est laissé croire qu'il deviendrait quelqu'un de notable. Maintenant, il sait qu'il s'est trompé et Marquise n'en revient pas que sa maison ait produit un tel échec honteux. Marquise a saisi son épée et Vaughn réalise combien la situation est dangereuse. Son père ne se préoccupe que de la force de la famille. Vaughn panique en voyant que son père est prêt à lui enlever la vie. Marquise sait ce qu'il doit faire et lève son épée contre son fils. Vaughn regarde, horrifié et sans défense, cherchant désespérément une issue. À ce moment précis, juste avant que Marquise ne frappe, Mercia intervient pour l'arrêter. Marquise exige des explications et Mercia dit qu'il a une idée. Il y a un village isolé, peu développé à cause de son emplacement, mais qui reste dans leur domaine. Marquise connaît ce village sans nom, mais se demande pourquoi Mercia pense que c'est une bonne idée. Mercia commence par expliquer que le village compte un peu plus d'une centaine d'habitants. Rien de spécial n'en sort jamais, mais les ressources magiques des montagnes voisines sont très puissantes. Ce village fait partie du territoire que Marquise a obtenu à sa promotion et se trouve entre 2 pays en guerre. Ce territoire a des problèmes de loyauté, il gagnerait beaucoup à y envoyer Vaughn pour y gagner la confiance. Le village est extrêmement dangereux, entouré par la guerre et attaqué sans cesse par des monstres. C'est aussi un endroit impossible à défendre, pratiquement un piège mortel. Marquise allait de toute façon tuer Vaughn, alors Mercia pense qu'on peut au moins se servir de lui en l'envoyant là-bas. L'idée plaît à Marquise,
Il range son épée et décrète que Van sera le seigneur de ce village, félicitant Mercia d'avoir trouvé une utilité pour le bon Arien. Van est complètement abasourdi en partant et Mercia s'excuse. Il n'a pas supporté l'idée qu'il arrive quelque chose de terrible à Von, d'où sa proposition précipitée. Et comme Von va quelque part de dangereux, Mercia dit qu'il peut parfaitement le détester s'il le veut. Von remarque qu'il ne serait pas en vie sans Mercia, il lui en est donc profondément reconnaissant. Mercia promet d'aider comme elle le peut et les deux frères se serrent la main. Le lendemain matin, Till dit qu'elle se fiche des résultats de ce stupide examen. Même sans magie, Von reste à ses yeux un noble sage et digne. Elle est furieuse qu'on l'envoie dans un village isolé et trouve ça scandaleux. Von la remercie de s'inquiéter mais confie qu'il a hâte d'y aller. Un seigneur de bourgade n'aura pas grand-chose à faire, il se réjouit de retrouver du temps libre et s'il a de la chance, il pourra enfin vivre une vie détendue et plaisante. Il est vraiment optimiste et jure qu'il transformera l'endroit en un lieu où il aimera vivre. Hélas, le roi se désintéresse complètement de lui maintenant et il est envoyé sans aucun chevalier. Les seules personnes qui l'accompagnent sont 10 aventuriers engagés par Mercia. Au départ, on ne voulait laisser partir que Khamsin avec lui, mais Vaughan sait que cela aurait été catastrophique pour eux. Heureusement, son frère a évité ça, il ne peut que remercier Mercia. Jess et Tell arrivent pour rappeler qu'elle est sa gouvernante personnelle et qu'elle ira donc avec lui. Dee surgit de nulle part et annonce qu'il vient aussi. Il compte toujours lui enseigner tout ce qu'il sait de l'épée et rien ne l'en empêchera. C'est un geste très gentil, mais Vaughan se demande déjà comment il va le soumettre à encore plus d'entraînement. À ce moment-là, Esparza dit qu'il vient aussi car il vient de prendre sa retraite de majordome. Il a décidé pour s'amuser de superviser les études de Vaughan pendant sa retraite et Von ne croit pas que tout le monde se joigne à lui. En partant, Till remarque que Von a un grand sourire. Il ne s'en rendait pas compte au début, mais il comprend maintenant qu'il était vraiment anxieux à l'idée de partir seul. Et Von pense alors que le blason de la famille n'est pas sur cette carrosse parce que la marquise voulait l'envoyer sans que personne ne sache. Von s'attend à un départ triste, mais une fillette surgit de nulle part pour lui dire au revoir. En fait, tout le royaume savait qu'il partait et ils se sont tous rassemblés pour le saluer. Un des chevaliers explique que Dee avait été bouleversé d'apprendre que Vaughan était expulsé en secret. Il ne pouvait rien faire contre son exil, alors Dee voulait au moins que son départ soit digne. Vaughn rappelle que personne n'était censé le savoir, mais il ne peut rien dire. Le soldat prétend qu'il dort en ce moment. Impossible même de faire disperser la foule. Vaughn doit se contenter de leurs adieux chaleureux. Jess et Vaughn sont stupéfaits en découvrant que Dee n'est pas du tout endormi et qu'il chauffe la foule pour qu'on l'acclame. Le départ est plus grandiose que prévu. On lui ordonne de faire attention et Vaughn fait ses adieux à tous. En route vers le village, Vaughn teste son pouvoir pour la première fois. Il transforme une brindille en petit poignard et explique que c'est la magie de production. Il se dit qu'il va s'entraîner au cas où. Il a un don pour ça et espère bien en tirer parti. Ils ont beaucoup voyagé, donc Till annonce qu'il devrait bientôt atteindre le village. Vaughn dit à Khamsin que s'il n'aime pas le village, il pourra revenir au manoir. Ils ont un contrat d'esclave, mais Vaughn ne veut pas le forcer à rester au village. Il propose de libérer Khamsin du contrat et de demander à Murica de veiller à ce qu'on le traite correctement. Khamsin refuse bien sûr. Il déclare qu'il a déjà décidé de consacrer sa vie à Vaughan. Peu importe le danger, il est déterminé à le protéger. Soudain, le carrosse s'arrête net et Harb explique en panique que le village est attaqué. DC est derrière l'assaut, vraisemblablement des bandits ou des mercenaires ratés. Il est sûr que ce sont des combattants aguerris, commente Sylvanas. Le village est entouré d'une haute palissade qui n'arrête pas les flèches. Des hommes dangereux attaquent la porte principale. Alors Vaughn conclut que les villageois doivent tenir comme des tortues en défense. Il y a environ 50 ennemis et le groupe de Vaughn est bien moins nombreux. Dee demande la permission de se joindre à la bataille. S'ils attaquent tous ensemble, ils ne devraient pas pouvoir vaincre les bandits. Les aventuriers engagés par Merica refusent. Ils trouvent ça trop dangereux. L'ennemi les dépasse largement en nombre, ce serait du suicide. Dee reconnaît Orto l'aventurier qui répond qu'il connaît le péril. Il sait déjà qu'ils auront des pertes, mais il est certain
qu'ils peuvent repousser les bandits. Orto rappelle que les aventuriers n'étaient engagés que pour escorter Vaughn jusqu'au village et qu'il n'acceptera jamais une quête qui mettrait ses compagnons en danger. Dee ne cède pas, ce village est le premier territoire de Vaan. Les villageois sont ses premiers sujets, ils doivent tirer l'épée pour les protéger, insiste-t-il. Orto admire son sens de la chevalerie, mais explique que ceux-ci ne regardent pas des aventuriers comme eux. Dee est furieux, mais sait qu'il ne peut pas les forcer. Il leur demande au moins de protéger Vaan et dit qu'ils pourront fuir si ça tourne mal. Orto accepte, mais Asparta s'oppose maintenant. Si Dee meurt au combat, le village n'aura aucun avenir, même s'il gagne. Ils ne peuvent pas prendre ce risque, donc autant savoir ce que pense Esparta. Esparta rappelle qu'il fut simple majordome au manoir, mais qu'il reste mage élémentaliste. Il les rassure sur sa valeur au combat, ce que les aventuriers ont du mal à croire. Asparta explique alors son plan. Il créera d'abord un mur défensif. Il servira de bouclier et il demande aux tireurs de rester derrière pour lancer leurs attaques à distance. Quand l'attention ennemie sera sur les archers, Dee et ses hommes attaqueront sur le flanc. Ils sont en nette infériorité numérique, mais une série d'attaques surprises augmentera leurs chances. Vaughn se demande si Esparta compte vraiment rester en arrière pour combattre. Esparta révèle que c'est toujours son plan. S'il ne sert pas de leurre et n'attaque pas depuis le mur, Dee et ses hommes mourront pour rien. Vaughn s'y oppose toujours, persuadé qu'Esparta mourra au combat, mais Esparta ne bronche pas. Il affirme que c'est sa dernière occasion de montrer la force de son vieux et il supplie Vaughn de lui accorder cette demande égoïste. Vaughn admire sa détermination mais rappelle qu'Asparta a tant apporté à sa famille. Il refuse que sa vie finisse en un endroit pareil et il en va de même pour Dee et ses hommes. S'ils perdent que leur stratège expert, Asparta est leur meilleur combattant, Dee, ils ne pourront pas développer ces terres. Si Vaughn échoue, il est sûr que son père lui ôtera la vie. Vaughn ne peut tolérer ça, alors il déclare qu'il fera office d'appât. Tout le monde est stupéfait jusqu'à ce qu'immédiatement refuse. Elle préfère le faire elle-même et dit la même chose. Vaughn apprécie leur volonté, mais Teal, lui, est très cher. Il ne veut pas la voir périr. C'est pareil pour Khamson, d'autant qu'il devrait être libre et profiter de la vie. Vaughn a déjà tranché, il montera dans le char et foncera au combat de front, permettant au reste du groupe d'attaquer à distance sur les deux flancs. Des tentes de l'en empêcher encore, mais Vaughn lui rappelle qu'ils se sont entraînés à l'épée chaque jour. Il ne lâchera pas la vie si facilement, et s'il doit mourir, il n'imagine pas meilleure fin pour un seigneur que de se sacrifier pour son peuple. Le discours de Vaan est incroyablement inspirant et Orto est sidéré par la détermination de Vaughn. Au début, il détestait l'idée de garder un noble, persuadé qu'il n'y avait aucun homme bien parmi l'aristocratie. Il était certain qu'il regardait de hauts aventuriers et roturiers, donc aucun ne méritait protection. Il avait accepté la mission seulement pour continuer à toucher des jobs bien payés de la guilde, sans autre choix. Arthur fut surpris quand Vaan vint saluer les aventuriers en apprenant qu'ils allaient le garder. Vaan se présenta poliment et les remercia, et les autres montrèrent qu'Orto avait eu tort. Vaan était visiblement un jeune homme poli. Après le départ de Vaan, les autres aventuriers poussent un soupir de soulagement en voyant qu'ils vont garder un gosse ordinaire. Même Orto doit admettre qu'il avait tort. Tous les nobles ne se ressemblent pas. Vaan est un bon gamin et voir à quel point il tient à protéger son village a fait changer d'avis Orto. Il avance et déclare que pour une fois, il confiera sa vie à Vaan. Vaan essaie de l'en empêcher, mais Orto le coupe. Un enfant qui dit qu'il risquera sa vie ne peut pas être ignoré, et Orto ne saurait pas faire face à ses camarades s'il restait les bras croisés. Ses compagnons sont du même avis en réalisant combien ils se sont trompés. Ils se moquaient autrefois de la détermination d'un noble, parce que jusqu'ici, les nobles qu'ils avaient rencontrés parlaient beaucoup, mais faisaient peu. Vaan, lui, était prêt à donner sa vie, et ça inspire tout le monde. Il n'avait pas idée de l'effet qu'il faisait sur Pluriel et les autres, et Pluriel rit juste en constatant que Vaan a même retenu leur nom, la classe. Ce sont ces petites choses de Vaan qui leur donnent envie de lui confier leur vie. Dee prend la parole ensuite et affirme que lui et ses hommes
sont des chevaliers nobles au service de la famille royale. Protéger Van maintenant, c'est défendre l'avenir de la maison. Asparta intervient. Il ne peut approuver une stratégie aussi irresponsable. Il combattra avec eux, mais une fois l'ennemi neutralisé, il faudra apprendre à Vaughn les devoirs d'un héritier. Asparta rejoint Dee et Orto en première ligne et ajuste sa tactique. D'abord, il va dresser un mur défensif et lancer des attaques à distance. Ensuite, les hommes de Dee prendront le flanc gauche pendant qu'Orto chargera à droite. Tout le monde est prêt, alors Asparta élève le mur sur le champ. Il apparaît en un clin d'œil et les aventuriers avouent qu'ils ne s'attendaient pas à voir un vieux majordome être un mage si puissant. Ils sont aussi toujours impressionnés par Vaan et Orto dit même qu'ils verraient d'un bon œil qu'ils deviennent rois. Les bandits, eux, n'ont pas remarqué le mur géant qu'Asparna a dressé derrière eux. Trop concentrés sur la prise du village, ils sont sûrs que ça sera du gâteau. Mais ce n'est pas le cas, des flèches commencent à pleuvoir et plusieurs bandits tombent. Ils remarquent enfin que les flèches viennent de derrière le mur, alors leur chef ordonne d'attaquer ceux qui s'y cachent. Les bandits foncent, mais Dee apparaît et commence à les éliminer un par un. Il traverse leur groupe avec une force incroyable et en abat plusieurs à la lame. Orto est juste à côté et Dee annonce que tout se passe comme prévu. L'ennemi a mordu à l'hameçon et ils l'ont pris en tenaille. La bataille monte en intensité, alors Orto intime à ses hommes de ne pas se laisser faire par ses chevaliers. Les aventuriers chargent sur les deux flancs et les bandits comprennent qu'ils sont encerclés. Les bandits ont encore le nombre, mais nos héros compensent par la technique pure. Le terrifiant ordonne à ses ennemis de venir s'exposer s'ils tiennent à leur peau et les bandits prennent la poudre d'escampette. À ce moment-là, le chef bandit se jette vers le mur et Orto comprend qu'il vise les gens de l'autre côté. Il supplie quelqu'un de l'arrêter, mais trop tard. Le chef a passé le mur et tombe sur une plurielle sans défense. Il s'apprête à la tuer, mais Vaughn capte son attention. Vaughn fait le tour et abat l'homme par derrière à l'épée. Khamsin achève ensuite ce que Vaughn a commencé et met fin à la menace. La bataille n'est pas finie pour autant. Vaughn pense que l'ennemi risque de se focaliser sur leur position. Il demande à tout le monde d'observer devant eux et Plériot se demande comment il reste si calme. Le combat se termine peu après. Orto fait le bilan. L'ennemi a subi de lourdes pertes tandis que Vaughn et son groupe n'ont aucun blessé. Le meilleur résultat possible, une victoire totale. Une fois qu'Orto aura reçu le paiement, la quête sera bouclée et ils pourront partir. Pourtant, il avoue être intrigué par le potentiel de Vaughn. Il sait que l'argent sera maigre, mais il se demande si le groupe accepterait de rester un temps au village. Certains aventuriers préfèrent de partir vers une autre mission et s'en vont. Bartol et ses hommes restent, et Pluriel est particulièrement tenté de rester aussi, parce que Vaughn lui a sauvé la vie et elle veut lui rendre l'appareil. Les autres étaient vraiment impressionnés par la manière dont Vaughn se comportait au combat, et ils n'en reviennent pas qu'il ait seulement 10 ans. En plus, il est bien plus gentil que n'importe quel noble qu'ils aient croisé, alors tout le monde a hâte de voir ce que deviendra le village sous sa direction. Orto se demande s'ils sont prêts à rester ici pour aider Van, et tous répondent oui. Pendant ce temps, Tos gronde Van pour avoir mis sa vie en danger, elle est furieuse et exige qu'il la laisse risquer la sienne la prochaine fois. Dee arrive pour féliciter Van pour le travail bien fait, et Van rend la politesse au commandant. Quant à Asparta, il sent que les villageois se sont rassemblés près de l'entrée. Vaughn se rappelle que c'est leur première fois ici, alors il se prépare à rencontrer tout le monde. À l'intérieur du village, Till constate que l'endroit est bien plus spacieux qu'elle ne l'imaginait. Vaughn se présente au chef du village, Rhonda, qui le remercie de leur avoir sauvé la vie. Malheureusement, ces attaques ont déjà eu lieu auparavant et le village a été frappé plusieurs fois rien que cette année. Vaughn se demande pourquoi ils sont ciblés et Rhonda lui raconte leur histoire. À l'époque où il faisait partie du comté de Fredinato, des chevaliers patrouillaient pour les protéger. Malheureusement, tout cela a disparu quand le village est passé sous le contrôle du territoire de son père. Vaughn ne peut que s'excuser en expliquant que son père n'a pas encore été informé de la situation des petites communes. Rhonda est terrifiée par cette remarque car elle donne l'impression que les villages ne valent pas la peine d'être défendus. Il paye presque rien en impôts, il craint donc que le roi ne s'en préoccupe pas pour cette raison. Vaughn tente de les calmer en disant que se plaindre de l'état du royaume ne servirait à rien, mais ça ne fait qu'envenimer les choses. Les villageois ne veulent pas entendre ce genre de discours d'un noble. Il ne peut pas comprendre à quel point leur vie est dure.
Vaughn réessaie de les apaiser en expliquant que sa priorité est l'avenir de ce village. Il admet que les nobles ont des torts et qu'il porte la responsabilité de lois qui ne favorisant pas les petites communautés. Hélas, on ne peut rien y changer tout de suite, alors Van propose qu'on se concentre sur des moyens de protéger le village. Vaughn y a déjà réfléchi et propose 3 mesures. D'abord, il faut produire quelque chose d'assez précieux pour que le royaume ne puisse pas ignorer ce village. Ensuite, il faut gagner régulièrement assez d'argent pour engager des mercenaires. Enfin, il faudra améliorer et développer le village nous-mêmes. Les villageois répondent qu'ils ont déjà eu des idées similaires, mais faciles à dire, hein. Vaughn reconnaît que ça a dû être dur avant, mais il annonce que cette fois ce sera différent, leur nouveau seigneur est arrivé. Ce village, c'est désormais tout ce qui compte pour lui, il fera tout pour le défendre et le faire prospérer. Ces paroles inspirées n'ont aucun effet sur les villageois, Van sent qu'ils ne lui font pas encore confiance. Juste à ce moment-là, Sparta se présente et explique qu'il a été maître d'hôtel du roi pendant de longues années. Il garantit la parole de Van en racontant qu'on lui a confié des terres dès l'âge de 8 ans, quand on le considérait comme un prodige. Dee se présente ensuite comme commandant adjoint des chevaliers du roi et lui aussi cautionne Van. Les villageois sont sous le choc, le maître d'hôtel du roi et le commandant adjoint sont venus jusque dans leur bourg. Des gens si importants, que peuvent-ils bien faire ici ? Vonda se demande si « prodige » veut dire « magie élémentaire » et Vonda avoue qu'il en possède. Il précise que c'est seulement de la magie de production, pas de la magie de combat extraordinaire, donc il ne faut pas trop en attendre sur le champ de bataille. Les villageois ont l'air déçus, mais Vaughn explique qu'il n'a juste pas encore maîtrisé ses pouvoirs. À ce moment-là, un villageois évoque le problème des impôts. Jusqu'ici, donner 30% de la récolte a été une lutte incroyable et ça détruit littéralement le village. Vaughn n'hésite pas. On peut réduire ça à 10% pendant un temps. Il a beaucoup de projets pour le village et il est vital d'abord d'assurer un quotidien stable. Les villageois sont stupéfaits d'apprendre la baisse des impôts. Quel soulagement! Vaughn déclare qu'il est temps de se mettre au travail et qu'ils commenceront par renforcer les murs défensifs du village. Il se demande si le mur de terre magique de son barde tient dans le temps, mais hélas non. Il reste solide tant que le mana tient, puis, une fois dissipé, ce n'est plus qu'un tas de terre. Vaughn conclut qu'il faudra remplacer le mur par quelque chose de plus solide, mais il faut une solution provisoire, alors il demande à Esparta de leur ériger un mur de terre pour l'instant. Esparta s'exécute sur le champ et tous les villageois s'émerveillent de son pouvoir incroyable. Vaughn veut aussi creuser un fossé pour ralentir les intrus, donc il dit aux chevaliers de s'en charger. Vaughn a maintenant toute l'attention des villageois, il leur dit que la coopération de chacun est vitale. S'ils restent unis, le village peut renaître encore plus fort. Un peu plus tard, Till se demande ce que Vaughn fait dans les bois. Il explique qu'il veut tester sa magie de production et a entassé du bois. En lançant sa magie, Vaughn sent une chaleur grandir au creux de l'estomac. Vaughn se guide lui-même dans l'exercice, se concentrer pour contrôler son mana. Quand le mana atteint le bout des doigts, il doit percevoir chaque fibre du bois. Ensuite, il les enroule ensemble pour les solidifier comme du fil poli, puis tisse les fibres encore plus serrées pour former un bloc de bois. Le processus réussit et le bloc apparaît, laissant les autres perplexes. Vaughn explique que c'est un bloc de fibres, qu'on le fabrique un peu comme la microfibre. Malheureusement, la microfibre n'existe que dans son ancien monde, donc personne ne comprend vraiment. Un peu plus tard, Ortho passe en flânant et tombe des nues en voyant ce que Van a fabriqué. Till précise que Van a fait ses blocs et les aventuriers remarquent leur quantité. Ortho en touche un et trouve qu'il est plus léger et plus dur que prévu. Van lui autorise d'en couper un en deux, mais Ortho n'arrive même pas à les rafler avec sa lame. Il jure avoir frappé assez fort pour fendre une pierre, mais ce bloc que Vaughan a créé est incroyablement résistant. Aucun d'eux n'a jamais vu ça et tous se demandent si c'est vraiment du bois. Vaughan est satisfait de sa création et estime que ces blocs pourraient s'avérer étonnamment utiles. Un peu plus tard, Till se demande si Von n'a pas épuisé son mana à force de créer armes et outils. Von répond qu'il se sent bien et ne comprend pas pourquoi la magie de production a si mauvaise réputation. On dit que la magie de production bouffe le mana à mort, tellement que pour la plupart des gens, faire ne serait-ce qu'un seul objet tient presque de l'impossible.
Vaughn ne connaît pas encore l'étendue complète de son pouvoir, mais il sait qu'il peut créer des armes facilement. Khamsin adore l'épée qu'il vient de forger, alors Vaughn lui propose de la garder. Khamsin jure d'en prendre soin pour toujours et Teal attend avec impatience de voir ce que Vaughn va lui offrir. Vaughn lui tend une hache, elle n'en semble pas ravie. Teal explique qu'elle était juste captivée par la beauté de l'arme. Vaughn devine qu'elle n'aime pas ça, il pense alors lui fabriquer plus tard un bel accessoire. Cette nuit-là, Vaughn se plaint des courbatures après tout le voyage, et surtout, il n'a pas pu se laver. Vaughn est certain que les autres sont aussi fatigués, ils n'ont fait que camper sans pause, on ne peut pas continuer ainsi. Vaughn décide qu'il faut d'abord assurer les besoins de base avant de renforcer les défenses du village. Vaughn réfléchit à ce qu'il faut construire en priorité et conclut qu'il devrait la commencer par une maison. Le lendemain, Rondo se demande ce que font nos héros. Vaughn révèle qu'ils se bâtissent un toit. Cet endroit était autrefois une place publique, mais elle est à l'abandon depuis des lustres. Il y a de la place, donc pour Rondo, c'est l'emplacement idéal pour le manoir de Vaughn. Vaughn est prêt, il est temps de voir s'il peut vraiment créer quelque chose d'aussi grand qu'une maison. Vaughn concentre toute son attention et décide de commencer par les 4 piliers, un à chaque coin. Ces piliers demandent des fils fins qui s'enfoncent profondément dans le sol pour assurer une fondation solide. Viennent ensuite les planchers et les murs qui relient les piliers, et enfin le toit qui termine l'ensemble. Quand Vaughn a fini, il annonce l'ouvrage achevé et tout le monde en reste bouche bée. Les villageois affluent et les aventuriers se demandent ce qui vient de se passer. Teal explique que Vaughn vient de leur construire une maison en un clin d'œil. Les chevaliers, ravis, observent leur nouveau foyer tandis que la poussière retombe. Au début, Vaughn doutait de lui-même parce que tout le monde disait que la magie de production ne servait à rien, mais maintenant il réalise qu'elle est en fait très utile. Il regarde la belle maison qu'il a créée pour lui et ses amis et se demande s'il n'a pas fait un peu trop grand quand même. Personne ne croit que Vaughn ait bâti une maison géante si vite et il conclut que sa magie de production est plus adaptée à diriger un territoire qu'à lancer des éléments. Vaughn concède que c'est une compétence intéressante, mais pour lui, la magie offensive reste la meilleure pour protéger les gens. Il est persuadé que les gens se sentiraient bien plus en sécurité sous la protection d'un seigneur puissant, mais ses amis le rassurent, ce n'est pas si simple. Aspartis rétorque qu'en temps de guerre, il aurait raison, mais en temps de paix, les gens veulent surtout un seigneur qui améliore leur quotidien. Dans ce sens, dit Aspartis, personne n'est mieux placé que Vahan, ce que Vahan vient d'accomplir est incroyable, et Orto conclut que les pouvoirs de Vahan dépassent largement ceux des magiciens de production ordinaire. Vaughn n'en a pas fini, il affirme que si on lui apporte le bois, il peut construire des maisons pour tout le monde. Tout le monde reste bouche bée, alors Orto et Dee ordonnent à leurs hommes de se dépêcher et de rassembler les matériaux. Tous les villageois veulent aussi des maisons, et Vaughn réalise vite dans quoi il s'est embarqué. Leurs logements sont en piteux état, alors il décide de commencer par rénover la vie des gens du village en grande pompe. Vaughn accepte de loger tout le monde et la fête éclate. Il finit par ériger tout un lot de maisons et chacun s'étonne de sa gigantesque réserve de mana. Sa connaissance approfondie pour aménager un quartier impressionne aussi. Il explique qu'on appelle ça un plan en damier. C'est un bloc de 4 maisons comme unité de base et de larges rues passent entre les blocs. Vaughn dit que ces maisons feront l'affaire pour l'instant, mais quand ils auront beaucoup de pierres, il reconstruira chaque foyer pour mieux convenir aux habitants. Vaughn a aussi fait bâtir un bain près de son manoir simplement parce qu'il avait envie de se laver. Il a choisi un design simple pour la baignoire et Pleuril a utilisé sa magie de l'eau pour la remplir. Cette nuit-là, après son bain, Vaughn peut enfin dormir dans un lit confortable. Le lendemain, on lui annonce que grâce aux chevaliers, ils ont maintenant une tranchée autour du village. Vaughn est ravi, mais l'idéal serait de la remplir d'eau et d'en faire un fossé. Au-delà de ça, ils auront besoin d'eau à boire et pour le bain. Donc Vaughn dit qu'il est temps de trouver une source. Avec la grande puissance d'Asparta, ils détournèrent rapidement l'eau de la rivière toute proche. Ils creusent aussitôt une tranchée de quelques mètres pendant que Dee et les autres prolongent à la main. Vaughn renforce le fond et les parois derrière eux. La rivière est loin du village. Teal dit que c'est tout un chantier. On n'y peut rien, relève Vaughn. Les gens ont besoin d'eau, c'est dur. Mais travailler tous vers le même but a son côté sympa, et une fois la situation stabilisée, les marchands voudront bien venir.
C'est essentiel si Vaughn veut garder sa vie tranquille plus tard. Il estime une semaine de travail, mais il est surpris quand les ouvriers annoncent qu'on voit déjà le village d'ici. Vaughn propose d'arrêter pour aujourd'hui, mais Day assure qu'ils atteindront le village en quelques heures. S'ils continuent, Day veut continuer, mais Vaughn rappelle que tout le monde est sur le point de s'effondrer. Day voit ça comme un entraînement inédit, mais il sait qu'il ne faut pas pousser trop loin. Le lendemain, Vaughn annonce que le canal vers le village est enfin terminé. Il remercie tout le monde et demande à Esparta d'ouvrir l'écluse. L'eau se précipite et les villageois sont ébahis. Le fossé autour du village est fait, les bandits auront du mal à franchir les murs. Vaughn craint que le fossé n'inonde le village quand il pleut. Alors il propose de créer un lac derrière le village. Esparta trouve l'idée bonne. Ce lac servira de réservoir en période de sécheresse. Van s'en occupe ensuite et les villageois n'en reviennent pas. Le village sans voie d'eau a maintenant un lac réserve. Grâce à Vaughn, il n'est plus nécessaire d'aller à la rivière tous les jours pour l'eau. Le chef le remercie, mais Vaughn répond que ce n'est pas nécessaire. Il est heureux que tout le monde ait accès à l'eau, la vie sera bien plus facile. Cette nuit-là, on voit une fille appelée Lady Hart voyager avec quelqu'un nommé Panamera. Panamera dit que le village éloigné est encore loin, alors elle demande à Hart de se reposer un peu. Le lendemain, Vaughn achève la construction d'un énorme mur défensif, le rempart. Avant, c'était juste une butte de terre, maintenant c'est une véritable œuvre. Les remparts ont un large sommet, si bien que les gardes peuvent eux-mêmes patrouiller dessus. Tout le monde est ravi car avec un rempart aussi costaud, les habitants pourront dormir tranquilles même quand les brigands attaquent. Vaughn choque tout le monde en déclarant qu'il n'est pas satisfait. Il veut que les villageois se sentent encore plus en sécurité, alors il se met à fabriquer des arbalètes rudimentaires et tout le monde reste bouche bée quand il a fini. Il jure donc que ce n'est pas du tout basique, c'est impressionnant. Vaughn a même fixé des boucliers à l'avant pour que les gardes puissent tirer des flèches à l'abri des attaques. C'est stupéfiant et maintenant on voit clairement que Van peut fabriquer toutes sortes d'objets grâce à sa magie de production. Le village est petit mais Van est content. Ça commence à ressembler à une cité-forteresse. Tout le monde est d'accord et affirme que de simples brigands ne le prendront jamais, peu importe leurs efforts. Dee pense que si le roi avait su ce que Vaughn peut faire, il l'aurait placé à la tête de la maison au lieu de l'exiler ici. Le roi le croyait faible, mais un coup d'œil à ce qu'il a fait pour le village prouve que sa puissance suffit largement au combat. Dee soutient que Vaughn est le plus puissant, tandis qu'Esparta estime que son pouvoir sert surtout à protéger. Les deux commencent à se disputer, mais Vaughn les calme. Pas la peine de s'énerver pour les circonstances, il faut faire avec et combattre avec ce qu'on a. Le ventre de Jessa et de Vaughn gargouille, alors Tula leur prépare à manger, pas simple car les ingrédients manquent. Esparta rappelle que la défense est primordiale, mais qu'il faut aussi revoir les revenus réguliers du village. Ce village n'a presque aucune liaison, juste quelques marchands qui passent une fois par mois. Vaughn ne pense pas que ce soit prioritaire, les récoltes locales fournissent largement de quoi nourrir tout le monde. Cependant, Esparta fait remarquer qu'ils n'ont pas les ingrédients pour préparer les gâteaux préférés de Vaughn, et Vaughn change complètement d'avis. L'idée de ne pas avoir ses douceurs le traumatise, alors il décrète qu'il est temps de trouver quelque chose que ce village pourra vendre. Khamsin propose de vendre ces blocs de bois que Vaughn sait fabriquer, mais Vaughn refuse. Ça ne marcherait pas, seul lui peut les façonner. Chacun donne son idée, mais Vaughn sent bien que trouver un produit unique au village va être coriace. Plus tard, Van apprend que les Telangkamson ne veulent fait-o pas utiliser leurs armes. Ce sont des cadeaux de Van, ils ne veulent pas les abîmer. Van souligne qu'ils doivent apprendre à se défendre avec, donc il faut s'entraîner. Zara les rassure et montre son bouclier d'écuyer orc. Robuste et souple, il ménagera les armes quand il parera. La première attaque de Khamsin est sans force, pourtant tout le monde est perplexe quand le bouclier finit par tomber. Le bouclier est même fendu en deux et tout le monde s'étonne qu'une arme ait autant fait de dégâts avec si peu de force. Techniquement, c'est une épée en bois, alors Van est surpris qu'elle coupe si bien. Till répare notre bouclier et Orto arrive, intrigué par le remue-ménage. Il apporte des minerais qu'ils ont extraits et demande à Vahan s'il voudrait en acheter.
Orto explique que la forêt près des montagnes regorge de monstres puissants, alors les gens évitent. Cet endroit n'a jamais été exploité, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de minerais rares sans même grimper dans les montagnes. Fer, cuivre, argent et même un peu d'or. Oroto épate vraiment notre héros quand il révèle qu'ils ont trouvé du mithril. Excellente nouvelle, si tout ça est au pied des montagnes, les reliefs doivent receler des ressources énormes. Van prend un peu de minerai de fer et stupéfie tout le monde en le transformant en un bloc solide de fer. Il précise qu'il ne l'a pas fondu pour l'affiner, donc il ignore sa pureté exacte. Zara est tout excitée et demande si Van peut lui forger une épée avec. Van, culpabilisant pour le bouclier, accepte. Zara en veut une longue et une courte et Van se met au travail. C'est la première fois qu'il forge une arme en fer, il doit donc se concentrer à fond. Il réfléchit à sa forme, à son tranchant et bientôt elle est finie. Vaughn a pris soin des ornements pour sa première commande. Zara est ravie de son épée courte. Vaughn attaque la suivante. Elle est tout aussi réussie et évidemment les autres aventuriers en veulent aussi. Vaughn rappelle qu'ils ont trouvé les minerais, donc c'est logique qu'il leur fabrique les armes. Quand il termine, tout le monde pense qu'il pourrait revendre ses armes très cher. Van regarde le minerai de mithril et s'imagine le résultat si les épées étaient en mithril. Et Sparta, lui, est fasciné. Jamais entendu parler d'un métal extrait dans la forêt. La seule explication plausible, c'est qu'il y a un donjon pas loin. Sparta dit à Van que découvrir un donjon changerait tout. Un flux de gens et de marchandises envahirait le village. Cette idée excite beaucoup Van. Découvrir un donjon ferait passer l'importance du village à un niveau supérieur. Les donjons regorgent de ressources, de gemmes presque aussi précieuses que des trésors nationaux. D'habitude, quand la guilde apprend l'existence d'un nouveau donjon, elle ouvre une succursale dans la ville la plus proche. Malheureusement, Vom rappelle que leur village n'a pas les moyens d'accueillir la guilde pour l'instant. Et Sparta est d'accord. L'arrivée de la guilde attirerait aventuriers, marchands et même l'ordre de chevalerie. Et le village manque aujourd'hui d'infrastructures, de nourriture et d'installations pour les soutenir. Si la nouvelle se répandait, une nation voisine attaquerait pour profiter du donjon. En plus, Vom avoue être le mouton noir de sa famille. Si son père apprenait la valeur réelle du village, il le renverrait ailleurs. Autrement dit, Van doit faire grandir le village et produire des résultats avant d'annoncer la découverte. Orto est du même avis et propose d'éviter la zone probable du donjon quand ils iront rassembler des ressources. Van sait que les aventuriers pourraient tout gagner en prévenant la guilde tout de suite. Il apprécie donc qu'ils se retiennent pour le bien du village. Un peu plus tard, Von est satisfait des travaux et déclare que leur rénovation dramatique est terminée. Il se demande si Von n'est vraiment pas à court de mana vu qu'il a fabriqué des tonnes de maisons et d'armes. Von répond qu'il va bien, juste un peu fatigué. Jastan et un messager arrivent en urgence. Des lézards blindés approchent du village. Vaughn ordonne sur le champ à tout le monde d'entrer derrière les remparts pour lever le pont-levis et fermer la porte. Les villageois sont terrorisés, ils connaissent le danger de ces monstres, mais Vaughn reste impassible. Il sait que tout le monde a peur du combat, mais il leur rappelle que la vie du village dépend de leurs actes. Vaughn promet de se battre pour tous, mais il ne peut les protéger seul par sa force. C'est pourquoi il demande aux villageois de lui prêter leur force afin de protéger le village ensemble. Les habitants sont prêts à défendre leur foyer, alors Vaughn leur ordonne de prendre place aux arbalètes. Camson explique que les aventuriers sont partis chasser, ils ne sont pas au village. Vaughn décide d'entrer en bataille, mais Till l'arrête, elle est sérieuse, si bien qu'il demande à Dee de monter sur le mur et de lui faire un rapport. Ainsi, il pourra donner des ordres à distance et Dee accepte. Dee est horrifié par la vue, il signale environ 40 lézards armés, c'est très mauvais, même une troupe de vétérans aurait du mal contre un seul de ces colosses. Il n'y a pas une seconde à perdre, Vaughn ordonne à Dee de charger les arbalètes. Tous obéissent et lancent la première salve. Les flèches semblent disparaître en touchant les lézards, Dee réalise qu'elle les traverse. Au bout d'un moment, ils en abattent 10 et les villageois commencent à célébrer. Il en reste pourtant beaucoup et il ne reste qu'un trait par arbalète. Ils n'ont pas le choix, ils tirent leurs dernières flèches et abattent une autre vague de lézards blindés.
Malheureusement, ils n'ont plus de traits en fer et les monstres sont encore nombreux. Von cherche une solution et finit par avoir une idée. Il dit à Dee d'utiliser des traits en bois, mais les autres craignent que ça ne suffise pas. Les écailles de ces lézards blindés sont en acier, le bois et les flèches ne les perceront jamais, pense-t-il. Dee le rassure. Von a déjà surpris tout le monde 1000 fois, pas de panique. Il a protégé le village des bandits, puis l'a développé à toute vitesse. Dee ne doutera plus jamais de lui, alors elle décide de placer sa foi en Lord Van. Les villageois lancent des flèches en bois sur les bêtes et les chevaliers sont stupéfaits, les flèches se fichent dans leur tête. Ils se demandent si ça a vraiment marché, puis tout le monde se met à célébrer pendant que les monstres s'effondrent. Il est clair que les flèches en bois suffisent à abattre les lézards, alors Dee ordonne aux villageois de continuer à tirer. Il annonce qu'ils festoieront des brochettes de lézards ce soir et les flèches commencent à pleuvoir sur les monstres. Bientôt, Dee proclame la victoire et tous les villageois acclament. Von reçoit les louanges pour sa décision éclairée et il est juste soulagé que ça ait marché. Les chevaliers évaluent la situation et sont très impressionnés. Non seulement il n'y a eu aucune perte, mais personne de leur camp n'a même été blessé. Leur victoire est écrasante et ça fait réaliser à Dee que Von va devenir quelqu'un d'important. Plus tard, les villageois dépaissent les gigantesques lézards et Dee demande à chacun de faire attention en préservant les yeux et les crocs. Les entrailles peuvent être jetées, mais il faut absolument extraire les noyaux magiques. La récolte avance beaucoup plus vite que prévu, grâce aux incroyables couteaux fabriqués par Vaughn. Vaughn arrive et voit qu'il y a des tonnes de viande dans le village, de quoi organiser un grand festin. Le festin a lieu cette nuit-là et Vaughn porte un toast à leur victoire. Les villageois pensaient ne jamais connaître de joie ici, mais Vaughn a tout changé. Le chef est ébahi. Difficile à croire qu'un noble aime ainsi passer du temps avec des gens du peuple. Les amis de Vaughn expliquent que c'est normal, c'est juste sa nature. Orto n'était pas présent au combat, mais tout devient clair quand on lui dit que les flèches en bois venaient du même matériau que leurs armes. Jazz et Dee les entendent parler d'armes et il déclare qu'il en achètera une à Van aussi. Les autres chevaliers veulent aussi en acheter, mais Van répond qu'il ne pourrait jamais les faire payer. Quand les finances du village seront réglées, il leur fera des armes gratuitement. Après, Orto explique qu'il pourrait vendre les lézards cuirassés aux marchands et obtenir 20 pièces d'or chacun. Malheureusement, la plupart de la viande va pourrir et Van devra payer des frais de transport. Compte tenu de tout ça, ils pourront probablement obtenir 8 pièces d'or chacun. Il en reste 40, donc ça fait un peu plus de 300 pièces. Van convertit tout ça et, stupéfait, réalise que ça équivaut à environ 300 millions de yens. Malheureusement, Esparta doit lui rappeler quelque chose. Quand un village gagne plus de 100 pièces d'or, il doit verser 50% en impôts et impossible de le cacher. Vendre autant d'un coup déclencherait tout de suite des soupçons. Ça ramènerait le bénéfice à 150 pièces d'or, mais le pire, c'est que le père de Van apprendrait que le village prospère. S'il réalise la valeur du lieu, il exilera Van dans un coin perdu. Sparta a une idée. Et s'ils en faisaient tout part au frère de Van, Mercia, on lui donnerait l'honneur d'avoir vaincu les lézards blindés et personne ne se douterait de rien. Plus tard, des marchands arrivent au village, mais se demandent s'ils sont au bon endroit. Ça ne ressemble plus au vieux bled reculé qu'ils connaissaient. Vaughn se présente comme le seigneur du village et ils le reconnaissent tout de suite, fils de la marquise. Il est réputé comme un prodige, alors ils s'étonnent de le voir ici. Les marchands, Marie et Rango, sont accueillis par Vaughn. À l'intérieur, ils en restent bouche bée devant ce qu'il leur propose. Ce sont des matériaux provenant des lézards blindés et ils n'en reviennent pas qu'on ait pu abattre une armée pareille. Même les aventuriers redoutent ces monstres géants. Difficile pour eux d'imaginer qu'un petit village en ait terrassé tant. Ils veulent tout acheter, mais il leur faudra environ 1 mois pour tout transporter. Vaughn accepte, ils devront recruter du monde. Mais la viande ne se conservera pas si longtemps, alors il leur en offre gratuitement une partie. En échange, Vaughn aimerait qu'ils jettent un œil aux armes qu'ils vendent. Les marchands ne se doutaient pas qu'il y avait un forgeron ici, et Vaughn ne leur avoue pas que c'est lui. Ils sont impressionnés et acceptent d'acheter au prix demandé. Vaughn va plus loin et demande s'ils pourraient aussi commercialiser ses armes, mais ils hésitent. Ils ne veulent pas révéler à d'autres marchands à quel point ces armes sont incroyables, alors ils gardent ça pour eux. Vaughn comprend qu'ils cherchent surtout le profit, alors il propose un plan. Vendre juste à la sortie du village ferait vite comprendre d'où viennent les armes.
et tout le monde viendrait fouiller le village, ce qui serait une belle opportunité. C'est pourquoi Vaughn suggère d'ouvrir d'abord une boutique dans le village avant de faire de la pub. Eux feront le boulot de bouche à oreille et auront un commerce prêt quand les curieux viendront. Les gars se demandent si Vaughn accepterait vraiment. Vaughn dit oui et construit la boutique sur le champ. Au grand étonnement de tous, il venait à peine de lui décrire le projet que c'était déjà fait. Au même moment, on voit les filles arriver au village. Panamera a un doute et veut vérifier si Vaughn est vraiment un prodige. Dans le manoir de Vaughn, Esparta souligne que le village grandit à une vitesse folle. Il pense que d'autres arriveront, il faut donc bâtir une ville capable d'accueillir 10 000 personnes et en développant les terres, il faudra beaucoup de monde pour garder le village et gérer les installations. De plus, Vaughn devra décider quel type de cité-forteresse ils veulent être. Les forteresses carrées sont classiques, mais Vaughn propose une étoile. Attaquer les pointes prendra du temps avant d'atteindre le cœur. Si on les ignore, on se fera attaquer sur 3 fronts. On annonce à Jess et Vaughn qu'un émissaire du comté de Ferdinando est arrivé pour le rencontrer. Panamera se présente comme chevalière, Har comme la plus jeune fille du comte Ferdinando. Har est là sur ordre de son père pour rendre hommage, elle espère donc que tout se passera bien. Vaughn, lui, sent bien qu'ils sont plutôt venus évaluer l'ennemi et peut-être le séduire. Ponimé admire sa déduction, il avait raison, Vaughn s'est vu confier des terres entre le comté de Ferdinando et le royaume de Yelenida, et Ferdinando se montre donc méfiant envers lui. Il craint que Vaughan ne dirige les ambitions douteuses de son père. Panamera en conclut que le fait qu'il ait été envoyé si loin signifie qu'il manque d'aptitude pour la magie élémentaire. Vaughn savait que la rumeur finirait par courir, il ne nie donc pas. Il affirme que les inquiétudes de Ferdinando sont infondées, il n'a rien prévu avec son père. Vaughn dit qu'il a juste été exilé ici par son père, mais Panamera ne le croit pas du tout. Elle fait remarquer que Vaughn a transformé ce village de 100 âmes en forteresse en quelques jours. Elle soupçonne qu'au moins 5000 hommes l'ont accompagné pour atteindre cet objectif, faire de ce hameau un nouveau poste militaire. Vaughn la fait sursauter en riant en pleine figure et se contente de s'excuser. Elle parlait si sérieusement, mais c'est un énorme malentendu. Vaughn explique que son père ne lui a juste permis d'emmener que Khamsin et quelques bagages. Il dit que sa famille ne lui a même pas fait ses adieux et Hart est horrifié. Panamera note que son chevalier, son majordome et sa femme de chambre sont là, mais eux affirment être venus de leur propre chef. On a même ordonné à Dee de retourner au royaume, mais il a juste ignoré l'ordre. Asparta dit qu'il est à la retraite et qu'il voulait juste profiter d'un village tranquille. Till ajoute que Vaughn se soucie des gens plus que quiconque et c'est pour ça qu'elle a décidé de le servir à vie. Panamera reste sceptique et se demande comment le village a pu changer si vite. Vaughn juge préférable de le leur montrer, alors il les emmène dehors. Il promet d'édifier un rempart comme celui qui entoure le village, mais Panamera n'y croit pas. Elle est admirative quand Asparta prouve qu'il est un grand mage élémental, mais ce mur ne suffira pas. Panamera sait que dès que le mana du mur disparaîtra, il s'effondrera. C'est là que Vaughn intervient. Il utilise sa magie pour transformer la butte de terre en rempart. Il crée ensuite une porte devant leurs yeux avec quelques blocs. Les filles n'en reviennent pas et se demandent quelle est l'aptitude magique de Vaughn. Vaughn explique qu'il a une aptitude pour la magie de production et ce n'est pas comme les gens l'imaginent. La société la qualifie de plus malchanceuse de toutes, mais il se trompe. Hart est bouche bée et replonge en vision de son passé. Vaughn explique que dès que son père a découvert son don, il l'a mis à la porte de la maison. Panamera traite Marquise d'idiote. Avec le pouvoir de Vaughn, il aurait pu étendre son influence à grande échelle. Il l'a exilé et maintenant son propre père ignore tout du pouvoir de Vaughn. Panamera, convaincu, avoue être venu pour proposer la main d'Hart en mariage. Vaughn sent que Ferdinando veut qu'il se marie pour laisser son royaume tranquille. Vaughn explique qu'il compte continuer à renforcer et développer cette cité-forteresse, mais il n'entend nuire à personne. Il ne veut pas combattre, donc le mariage n'est pas nécessaire. Vaughn dit qu'Hart ne serait pas heureuse ici, c'est trop dangereux. Panamera dit être venue pour empêcher le mariage, mais après avoir rencontré Vaughn, son avis a changé. Elle accueillerait volontiers son union avec Hart. Il a une grande clairvoyance et le pouvoir de rassembler les gens.
Elle se demande ce qu'Art pense de l'idée et doute de trouver meilleure partie. Art pense que Vaughn est une bonne personne, mais elle n'est pas encore prête pour le mariage. Vaughn n'a même pas envisagé le mariage à son âge. Il décide donc de remettre ça. Vaughn est surpris quand Panamera annonce qu'ils resteront un jour de plus. Elle se réjouit enfin de le voir se comporter comme un jeune homme. Panamera demande à Vaughn s'il a une chambre de libre et ils sont tous deux stupéfaits quand il répond qu'il n'ouvrira pas d'auberge. Vaughn se met pourtant à construire l'auberge illico et les filles n'en croient pas leurs yeux. Au dîner, Vaughn se demande ce qu'Art aime. Elle explique aimer les choses mignonnes, poupées et fleurs, mais Vaughn n'en a guère vu. Art propose de lui montrer celle qu'elle a apportée et il s'y intéresse avec étonnement. Les autres veulent aussi voir, si bien qu'Art se sent vraiment la bienvenue ici. Ce soir-là, Art remercie Vaughn pour cette journée merveilleuse. Elle était très nerveuse au début et le voir si gentil l'a énormément rassurée. Art dit bonne nuit en s'enfuyant et Vaughn est juste heureux d'avoir fait bonne impression. De retour chez eux, Bartha conclut que l'œuvre a probablement été envoyée ici pour la même raison que Vaughn. Elle ne peut probablement pas utiliser la magie élémentaire, donc Vaughn comprend que c'était difficile pour elle d'avouer avoir été chassée de chez elle, tout comme lui, il accepte et décide qu'elle peut rester au village si elle ne peut pas rentrer chez elle. Cette nuit-là, Panamera se demande s'il ne devrait pas rester un peu plus longtemps. Art trouve que c'est une excellente idée et va se coucher. Elle pense parler à Vaughn le lendemain, la première fois depuis longtemps qu'elle a hâte de se réveiller. Le lendemain matin, les autres réveillent Vaughn en urgence. Il se passe quelque chose au lac que Vaughn a créé et Dina Sparta est déjà sur place. Vaughn arrive enfin et trouve tout le monde intrigué par la mystérieuse fille dans le lac. Elle appartient à une race appelée les Apkalou, ce qui veut dire qu'elle est à moitié humaine, à moitié poisson. Ils vivent généralement dans des rivières profondes en forêt, mais pour une raison étrange, plusieurs d'entre eux sont au lac que Vaughn a formé. C'est une espèce rare que peu de gens croisent. Alors Vaughn essaie de demander à la fille ce qu'elle fait ici. Il tente de connaître son nom, mais elle ne répond pas. Vaughn se demande si elle le comprend, et elle essaie plutôt de lui offrir de la nourriture. Tout le monde est stupéfait quand ça marche et que la fille s'approche. Elle sort de l'eau pour demander si elle peut vraiment manger cette nourriture, et Vaughn lui dit que oui. Elle est impressionnée par la viande, et Vaughn explique que c'est de la viande de lézard blindé. La fille poisson s'étonne de qui a vaincu les lézards, et tous répondent que c'est Vaughn. Il essaie de leur voler la gloire, mais ils sont persuadés que c'est grâce à lui. La fille repart aussitôt, et Vaughn se demande si elle reviendra le lendemain. Il lui a promis plus de viande si elle revenait. Asparta explique que son espèce est rarement vue. Il doute donc qu'elle revienne. Il se trompe lourdement. Le lendemain, plusieurs autres apparaissent. La fille est parmi eux et Vaughn commence à se demander s'il n'a pas fait une bêtise. Si les Apkalou considèrent les lézards blindés comme des dieux, ils pourraient être fâchés après ce qui s'est passé. Un des hommes poissons exige de parler à Vaughn et Vaughn ne peut s'empêcher de remarquer que celui-ci a l'air bien plus terrifiant que les autres. Vaughn est soulagé quand le type le remercie juste d'avoir été gentil avec sa fille. Vaughn réalise qu'il parle de la fille qu'il a nourrie et il est content que ce ne soit pas pire. Tout le monde lui attribue la victoire contre les lézards blindés et le gars se demande si c'était vraiment lui. Vaughn dit que tout le monde lui en donne le mérite. Les Apkalou restent bouche bée. Ils n'arrivent pas à croire qu'un si jeune garçon puisse être aussi puissant. Ils pensent à un mage légendaire, mais Vaughn tente d'expliquer qu'il n'a pas tout fait seul. L'homme le coupe et lui donne la permission d'épouser sa fille. Vaughn n'en revient pas. Le type demande s'il y a un problème, se présente comme Lota Vesta et précise que sa fille est son unique enfant. Vaughn fait remarquer qu'elle est trop jeune pour parler mariage et se demande pourquoi Lota Vesta agit ainsi. Lota Vesta commence son explication en disant que son peuple évitait normalement tout lien avec les humains. Pourtant, ces dernières années, des lézards blindés ont envahi les rivières et beaucoup de siens ont péri. Voilà pourquoi il cherche quelqu'un de fort pour épouser sa fille Lada. Vaughn résume, cet homme propose sa fille en mariage pour sceller une alliance avec un humain puissant. Vaughn répond que la partie mariage ne sera pas nécessaire. Lota Vesta craint qu'il refuse l'alliance, mais Van affirme qu'il protégera leur tribu de toute façon. Laravessa le remercie chaleureusement, ça leur permettra de rester ici. Comme toujours, Van n'en a pas fini. Il annonce qu'il est temps de commencer à construire. Laravessa ne comprend pas et reste abasourdi quand Van leur érige des bâtiments. Il explique que ce sont des aires de repos que tout le monde peut utiliser quand il veut. Van est content de les voir profiter du lieu, mais Esparta lui rappelle qu'ils ont d'autres choses à gérer.
Il est temps de s'occuper des égouts et Lada Vesta se demande ce que c'est. Vaughn explique qu'il a posé des canalisations sous les bâtiments et qu'ils envoient régulièrement l'eau du fossé pour tout rincer. Ce n'est pas une mince affaire, aussi Vaughn est surpris quand l'Harvesta propose d'aider. Ils bossent ensemble et Vaughn n'en revient pas combien c'était plus simple avec eux. Le boulot doit se faire plusieurs fois par jour, alors l'Harvesta lui dit de leur laisser désormais. Vaughn se demande si c'est vraiment acceptable. Alors l'Harvesta explique que c'est leur façon de le remercier de les laisser vivre ici. Jasta, Art et Panamera arrivent avec leur fils pour voir le rare Apkallu. L'Harvesta appelle Vaughn son gendre pendant qu'il la remercie encore une fois et Art est horrifié d'entendre ça. Vaughn tente d'expliquer qu'il n'est marié à personne mais Lara l'interrompt. Elle proclame qu'elle est la femme de Vaughn, lui dit adieu en épouse. Puis plus tard, Vaughn emmène Art en bateau pour prendre l'air. Vaughn veut clarifier ce qui s'est passé avec Lada, mais Art connaît déjà la vérité. Elle sait que c'était un malentendu et s'excuse d'avoir exagéré. Art souligne à quel point Van est incroyable puisqu'il a construit ce lac et développé tout le village. À ce moment, Lada et plusieurs Apkallu apparaissent, secouent un peu trop le bateau, rapprochant Vahandar. Lara est furieuse contre son mari, mais Van lui rappelle qu'ils ne sont pas mariés. Plus tard, l'Harvesta est vexé que Van flirte avec une autre alors qu'il a déjà... Van tente d'expliquer, mais Lady Vesa propose une idée, régler ça par une compétition. Van affrontera les Ipkallu, et s'il gagne, Van reconnaîtra officiellement son mariage avec Lada. Vaughn est horrifié à l'idée, mais Dee intervient et dit que Vaughn accepte le défi. Dee assure qu'il mènera Vaughn à la victoire et pendant que Sparta pense qu'il vaut mieux en finir, Lotta Vesta explique que ce sera une compétition en 3 manches. Il laisse Van choisir la première épreuve et Van choisit le volley. Personne n'a jamais entendu parler d'un tel sport. Alors Van explique les règles, Teal et Panamera se portent de volontaires pour ce round et affronteront Lada Vesta et Lada. Lada Vesta montre sa puissance en marquant immédiatement le premier point et Vaughn craint qu'il soit vraiment fort au volley. Cela se confirme presque tout de suite quand les Apkallu commencent à écraser l'équipe de Vaughn. Teal se sent mal d'avoir déçu Vaughn, mais Panamera la pousse à ne jamais abandonner. Leur travail d'équipe monte d'un cran et ils marquent enfin leur premier point. Ils déclarent que le vrai match commence maintenant et le jeu s'intensifie rapidement. Ils grimpent pour revenir et égalisent. Match point, le prochain point gagne. Lara place parfaitement son père pour smasher et Teal fait de son mieux pour l'arrêter. Elle se blâme encore pour avoir échoué, mais Panamera lui rappelle de ne jamais cesser de regarder vers l'avenir. Van n'est pas du tout inspiré et se demande s'il n'est pas en train de regarder un anime sportif. L'Harvesta dit qu'il choisira l'épreuve suivante, alors il choisit la natation et Vahan est horrifié, encore une défaite et il devra épouser Lada. Les Apkallu sont des nageurs nés, ça part mal. Jazz se porte volontaire pour s'en charger, Khamsin aussi promet de faire de son mieux. La course est un relais à 2, Khamsin et Lada partent donc en premier. Bien sûr, la demi-poisson prend une grosse avance, mais Khamsin n'abandonne pas. Sa ténacité pure lui permet de la rattraper et l'Harvesta ordonne à sa fille de se reprendre. Lada plonge et reprend l'avantage. Elle touche la marque, son coéquipier prend le relais, Khamsin également, et Dee entre en scène en faisant le papillon. Les autres expliquent que cette nage lui permet d'exploiter tous ses muscles. Dee nage comme un furieux, l'Harvesta s'étonne de sa technique. Dee remporte la course et l'Harvesta n'en revient pas que son peuple poisson est perdu. Il reste une dernière épreuve, l'Harvesta laisse Van choisir. À ce moment, Van sort un appareil inconnu des autres et demande à Pluriel de faire de la glace. Van utilise la machine pour râper la glace et y verser du sirop. Les autres ne comprennent rien, alors Van dévoile que la finale sera un concours de vitesse de glace pilée à manger. Ils compétitionnent par équipe de 2, Art se porte volontaire pour être le coéquipier de Van. Le concours commence et les concurrents attaquent Bol à glace. Lara et son père se rendent mieux vite compte que ce ne sera pas simple quand la terrible douleur du brain freeze les frappe. Lada Vesta se dit que c'est pour Lada et continue de manger. L'équipe de Van galère aussi, il craint d'avoir fait un mauvais choix. Voyant qu'Art ne lâche rien, Van se surpasse.
La compétition monte d'un cran, tout le monde passe en transe de bouffe et les spectateurs encouragent à fond. La course reste serrée jusqu'au bout, mais finalement, l'équipe de Van gagne. Van est soulagé de pouvoir enfin enterrer ses histoires de mariage, mais l'Aravessa le traite encore de gendre. Cette compétition lui a simplement prouvé que Von était vraiment un homme digne de sa fille. Von se demande à quoi tout cela a servi, mais l'Aravessa ne répond pas. Le ventre de Von le fait atrocement souffrir à force de glace, alors les autres disent à lui et à Art qu'ils ont très bien fait. Art remarque que Von est toujours entourée de visages souriants et se demande si elle pourra un jour provoquer ça elle-même. Depuis sa naissance, son père a toujours été occupé et elle a été seule. Sa mère l'a confiée à une nourrice et n'a jamais montré d'intérêt. Tout cela parce qu'on l'avait étiquetée comme un échec. Elle n'excellait en rien sauf en magie de marionnette. Avec ses poupées comme pantin, Art constatait qu'elle les contrôlait plus librement que son propre corps. Elle pensait que ça ferait sourire sa mère, mais celle-ci la punissait pour lui rappeler combien elle était inutile. C'est alors qu'Art apprit que la magie des marionnettes était considérée comme maléfique et méprisée par la noblesse. Après ce jour, personne ne lui parla et elle devint quelqu'un qu'on ignore toujours. À 10 ans, on l'envoya épouser Vaughan. Art se sentit horriblement mal, puis découvrit que Vaughan était pareil qu'elle, il ne pouvait utiliser que la magie de production et les autres jugeaient cela malchanceux. Vaughan débordait pourtant de confiance et mettait ses dons à profit. Art se demande maintenant ce qui serait arrivé si elle n'avait pas arrêté de pratiquer sa magie. Elle veut avoir confiance comme Von, alors elle décide d'essayer un peu plus fort. Plus tard, Von explique à tous son projet, renforcer encore les remparts du village et il demande à chacun de travailler prudemment. Jess puis Art arrivent en faisant remarquer quelle belle journée il fait. Vaughn sent qu'elle a l'air plus vive aujourd'hui et s'interroge sur la raison. Elle veut voir les choses comme Vaughn les voit et se demande si elle peut le regarder travailler. Vaughn est ravi et dit oui, tout le monde n'a pas la même chance. On voit des aventuriers fuir pour leur vie. Un peu plus tard, Art reste bouche bée en voyant le mur étoilé entourant le village achevé. Les murs paraissent incroyablement solides et tout le monde remercie Vaughn car son aide leur a permis de finir en seulement 2 semaines. Le travail de Vaughn n'est jamais fini. Il annonce qu'il faudra construire plus de maisons au fur et à mesure que commerçants et aventuriers viendront s'installer. Panamera est vraiment jalouse, elle a toujours rêvé d'avoir sa propre terre. Elle compte se battre comme une folle lors du prochain combat pour gagner assez de gloire et réclamer son lopin. Panamera remarque que les arbalètes ont l'air différentes cette fois. Vaughn confirme, c'est la version améliorée de ses modèles basiques, un haut et un bas qui tirent séparément, donc 2 flèches en même fois. Vaughn fait tester Khamsin et tout le monde est bouche bée devant la puissance du tir. Panamera n'en revient pas que le village ait désormais de telles arbalètes et Vaughn la surprend en annonçant qu'ils en ont 100. Panamera offre n'importe quelle somme pour en acheter une, mais Vaughn explique qu'elles ne sont pas à vendre. Déterminée, elle propose alors une faveur en échange. Et Vaughn, visiblement intéressé, accepte et promet de la rappeler plus tard. Panamera veut forger elle-même les carreaux en fer. Mais Khamsin pense qu'elle devrait au moins prendre quelques carreaux fabriqués par Van. Intriguée, elle demande ce qui les rend spéciaux. Khamsin répond que tout ce que fait Van a quelque chose d'unique. Il lui montre l'épée que Van lui a faite. Elle en reste sans voix. Jamais elle n'a vu une lame pareille et elle sent qu'elle ferait vite le ménage chez n'importe quel ennemi. Khamsin demande si elle a une épée de rechange à sacrifier et elle en sort une. Panamera affirme que c'est quand même une épée très solide, elle serait impressionnée si Khamsin arrivait à l'ébrécher. Khamsin utilise une attaque pour frapper la lame, mais Panamera est perplexe. Elle ne sent presque rien et se demande si Khamsin a raté son coup. Évidemment, elle est estomaquée quand son épée se coupe en 2. Khamsin attribue ça à l'épée de Van. Panamera veut absolument savoir de quel matériau elle est faite. Van explique que ce n'est que du fer ordinaire et qu'il a fait les carreaux des arbalètes de la même façon que l'épée. Il dit qu'ils peuvent percer même des lézards blindés et Panamera n'en revient pas. Bien sûr, elle en veut maintenant quelques carreaux en fer et Van accepte de lui en donner. Juste à ce moment, des aventuriers arrivent en panique au village en criant de fuir. Ils sont suivis par un dragon terrifiant et il est énorme.
Orto dit qu'ils continueront d'attirer son attention pour que les autres ramènent tout le monde au village, mais Vaughn n'aime pas qu'il se sacrifie et se demande s'il ne devrait pas plutôt combattre le dragon. Ça ne ferait qu'exposer les villageois, donc Vaughn hésite sur la marche à suivre. Heureusement, Panamera intervient et propose son aide. Elle ordonne aux aventuriers de continuer de courir vers eux pour abattre le dragon avec les arbalètes. Panamera explique que c'est un dragon des bois, une créature de classe moyenne sans souffle offensif, et qu'ils vont l'affronter. Elle demande à tous les villageois de se mettre derrière les remparts, et Vaughn s'excuse auprès d'Art pour l'avoir mise en danger. Les dragons des bois sont terriblement puissants, mais Vaughn rassure Art. Ils ont des arbalètes renforcées pour riposter, et en plus, Panamera les épaulera. Peut-être qu'ils ne le tueront pas, mais ils ne perdront pas non plus. Vaughn ordonne à Tilt de ramener Art au village et d'appeler Dee et ses hommes. Au fond, Vaughn sait combien les ennemis volants sont effrayants. Si ça atteint le village, ce sera catastrophique, alors il demande aux autres de préparer les arbalètes. Il veut d'abord faire tomber le dragon du ciel, alors il ordonne de viser les ailes. À ce moment-là, un aventurier tombe et Vaughn dit aux autres de l'abandonner, mais Orto refuse et tente d'attirer le dragon vers lui. Ça ne marche pas, alors Zara n'a d'autre choix que de lancer son épée. Le dragon le pourchasse et il demande à tous d'oublier sa personne et de courir vers le village. Il s'attendait à être ignoré comme l'autre gars, aussi il est stupéfait quand il refuse. Orto dit que Zara est le plus rapide d'entre eux, il est donc sûr qu'il s'en sortira. Panamera ordonne aux gardes de lancer la première attaque, mais c'est inutile. Il ne touche pas le dragon trop rapide et Vaughn cherche frénétiquement une solution. Panamera déclare qu'elle est la mieux placée pour combattre le dragon et qu'elle s'en chargera personnellement. Vaughn n'y croit pas aussitôt, mais ça tient la route. Avoir la confiance de l'empereur si jeune signifie qu'elle est sûrement une grande mage élémentaire. Elle le prouve en lançant un javelot de feu d'une puissance incroyable. Son sort est si fort qu'il abat un dragon du ciel et provoque une énorme explosion. Tout le monde admire sa puissance immense, mais le dragon n'en a pas fini. Vaughn comprend qu'il est devenu arrogant après avoir battu les lézards. Ce dragon l'a remis à sa place, il est sur un tout autre niveau. Vaughn ordonne à tous de tirer toutes les flèches, mais le dragon continue d'avancer, ils ont endommagé ses ailes, il vole moins bien, mais il est terriblement intelligent et anticipe leur prochaine attaque. Vaughn est soulagé que tout le monde soit rentré derrière les murs extérieurs, mais il sait qu'ils seront fichus s'ils n'atteignent pas le village. Lui voudrait battre en retraite aussi, mais pas le temps, et Panamera lui promet de lui accorder le temps nécessaire. Son attaque est féroce et Vaughn réalise que c'est l'apogée de la magie de feu. Si ce n'était pas contre un dragon, ce pouvoir serait dévastateur. Panamera dit qu'elle repartira en tête pour renforcer les défenses. Les autres fuient vers le village et on voit le dragon ralenti par les flammes de Panamera. Vaughn repart ensuite, mais le dragon reste terrifiant. Il devrait être à terre. Pourtant, il ne montre aucun signe d'abandon. Soudain, Esparta arrive et avance calmement vers le dragon. Vaughn essaie désespérément de lui dire de battre en retraite et répond qu'il ne courra pas tant qu'Esparta ne sera pas avec lui. Esparta ne peut l'accepter, il demande à Vaughn de le laisser gagner juste un peu de temps. Il se retrouve face au dragon et dresse son mur géant pour se séparer de la bête. Le mur s'écroule sur le dragon, alors Esparta dit que ça devrait leur acheter un bref répit. Vaughn est stupéfait, mais trouve Asparta trop décontracté. Il lui dit de courir plutôt que de marcher, et Asparta répond que courir abîme les os. Khamsin rassure Vaughn qu'il restera aux côtés d'Asparta pour qu'il puisse courir jusqu'au village. Vaughn se remet à courir, mais le village est encore loin, les aventuriers peinent, et Vaughn décide qu'il doit encore gagner du temps. Vaughn décide de rappeler sa faveur auprès de Panamera. Il lui demande d'immobiliser le dragon dès qu'elle en aura l'occasion, pour que les autres puissent tirer toutes leurs flèches et finir le travail. Ils ont besoin d'un peu de temps pour préparer les arbalètes, mais leur dragon est déjà de retour. Heureusement, Dee et ses hommes arrivent là juste à temps et foncent droit sur la bête. Vaughn dit qu'ils ne sont que 3, mais Dee les rassure. Ça ira. Ils ont les armes que Vaughn leur a fabriquées, donc ils pensent pouvoir gagner. Dee et sa troupe affrontent le dragon, mais celui-ci est trop puissant. Ils sont mal en point quand le dragon s'apprête à les tuer, jusqu'à ce qu'Asparta les sauve en dressant un mur. Vaughn dit qu'ils sont prêts, ordonne aux chevaliers d'aller se mettre à l'abri, puis annonce à Panamera que c'est son tour. Elle prépare son explosion de fusée éclairante, une attaque démente qui cloue le dragon sur place.
Vaughn ordonne ensuite à tout le monde de tirer toutes les flèches qui tombent comme la pluie sur le dragon. Tout le monde attend pour voir si le combat est enfin fini, car on ne sait jamais. Dee s'approche, mais il est étonnamment encore en vie. Il essaie de l'attaquer, alors Dee porte le coup final. Il remporte enfin la bataille. Vaughn invite tout le monde à pousser un cri de victoire. La foule acclame et les filles arrivent pour vérifier si Vaughn va bien. Panamera félicite Van pour ses ordres brillants et le remercie d'avoir tué le dragon. Des villages ordinaires auraient été rayés de la carte, mais Van et ses héros ne sont pas ordinaires. Bart a été un mage incroyable et Dee a réussi à trancher la tête du dragon d'un seul coup. Elle dit que Vaughn et son groupe sont très spéciaux et Vaughn avoue être fier de les appeler ses amis. Panamera n'en revient pas que les flèches de Vaughn aient percé les écailles, mais Vaughn trouve qu'elles doivent encore être bien améliorées. Il a mis trop de temps à vaincre le dragon, il veut des arbalètes qui tirent 10 carreaux à la suite. Panamera propose d'organiser une cérémonie du tueur de dragons, mais Vaughn ignore de quoi il s'agit. Panamera explique que c'est une fête où la personne la plus distinguée pendant le combat reçoit le titre de tueur de dragons. Panamera annonce que cet honneur reviendra à Dee, qui sera désormais connu comme tueur de dragons. Ensuite, Vaughn rassemble tout le village pour honorer ceux qui ont le plus contribué. Panamera dit que la plupart des villages auraient été anéantis, même la plupart des cités-forteresses, mais que ce petit village a survécu sans aucune perte. Elle énumère ensuite les plus gros contributeurs, Asparta en fait partie. Sa magie élémentaire incroyable les a aidés à immobiliser le dragon, et Dee aussi, car c'est lui qui a porté le coup décisif. Enfin, elle félicite Vaughn et la foule éclate en hurrah. Ses connaissances, sa détermination et l'usage malin de sa magie ont rendu ce village bien plus fort, et comme il a mené l'assaut, tout le monde lui rend hommage. Panamera repense aux gens rencontrés en chemin, mais personne n'est comme Vaughn. Née dans une longue lignée de chevaliers à la capitale, elle a vraiment fait parler d'elle quand son don pour la magie s'est montré. On l'a vite envoyée au pays qui payait le mieux et son entraînement éprouvant a commencé, si dur qu'elle a parfois voulu tout arrêter, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a même sacrifié son sommeil pour étudier et viser le commandement d'escouade. À 16 ans, elle avait atteint son objectif, puis s'illustra dans plusieurs combats et gagna assez de gloire pour devenir noble. L'empereur fut très satisfait de ses exploits. Au bout de 6 ans, elle reçut le titre de vicomtesse. Un jour, le comte Ferdinando dévoila son plan, marier Har au seigneur d'une contrée perdue. Il amena sa fille et ce fut la première rencontre de Panamera avec Hart. Hart, stressé par ce mariage arrangé, tremblait et Panamera la rassura en jurant de refuser le prétendant s'il n'était pas digne. Hart se sentait pourtant rejetée, condamnée à quitter le château. Elle se sentait indésirable, mais Panamera la consola, rappelant que tous les frères et sœurs d'Hart étaient mariés, donc elle était la dernière. Panamera comprenait l'angoisse qu'on ressent en quittant son foyer, elle compatissait avec Hart. Aujourd'hui, elle voit que toute cette inquiétude était vaine. Après avoir rencontré Vaughn, l'art timide devint plus sûr d'elle. C'est grâce à Vaughn, dit Panamera, que rencontrer quelqu'un comme lui est un bol d'air. Elle a pris sa décision et annonce vouloir sceller une alliance avec Vaughn. Elle sent que Vaughn n'a reçu aucun soutien paternel, alors elle le rassure. S'il s'unit à elle, elle lui apportera tout l'appui nécessaire. Elle aidera à protéger le village et il n'aura pas à craindre les chevaliers de Ferdinando. Vaughn est d'abord surpris, mais c'est une offre en or. Ça transformera des ennemis en alliés et ça les aidera financièrement. Panamera lui fait remarquer qu'il a déjà rénové ce village en un temps record. Il devrait viser encore plus haut. S'il s'allie à elle, les nobles du royaume sauront bientôt que Vaughn est son ami juré. Vaughn pense à sa rupture totale avec son père. C'est une opportunité qu'il risque de ne jamais retrouver. Vaughn ne veut pas la laisser passer, il accepte donc l'offre de Panamera. Un peu plus tard, Bartus suggère que vu les remparts solides qu'a construit Vaughn, il devrait désormais s'occuper de l'urbanisme. Il veut que Vaughn vise une cité pouvant accueillir 10 000 âmes, il faudra donc rendre l'endroit attractif pour les nouveaux venus. Jess et Till expliquent que Belle et Rango sont revenus avec des gens de la chambre de commerce. Ils ont dit qu'ils achèteraient les matériaux du dragon. Vaughn est donc prêt à s'y mettre. Ils vendront ces matériaux pour bâtir une ville où il fera bon vivre. Vaughn va inspecter le dragon et se demande combien les marchands vont offrir.
Bell et Rango assurent que le dragon est en excellent état, donc Vaughn devrait obtenir au moins 100 platines. Vaughn réfléchit alors qu'une platine vaut 100 millions de yens. Donc 100 platines signifie que le dragon vaut 10 milliards de yens. Les marchands se préparent à faire une offre et supplient Vaughn de leur vendre les matériaux. Ils prétendent d'en vouloir payer le prix fort mais n'offrent que 60 platines. Vaughn consulte les frères qui trouvent l'offre scandaleuse. Ces matériaux sont de première qualité, 60 platines. C'est une insulte. Les marchands traitent les frères d'imbéciles et rappellent qu'eux aussi sont de la chambre de commerce. Ils devraient unir leurs efforts pour faire baisser le prix. Les marchands murmurent aux frères de faire semblant. Malheureusement pour eux, Vaughn entend tout et les frères rejettent le plan des marchands. Ils veulent toujours agir honnêtement. Leur credo, c'est de faire du bon commerce avec n'importe qui parce qu'ils pensent que ça leur rapportera encore plus tard. Les marchands sont furieux et sûrs que les frères seront virés de la chambre de commerce quand leur président l'apprendra. Vaughn se demande si les frères sont vraiment d'accord. Ils répondent que c'était la seule option. Vaughn a une idée géniale. Monter leur propre société commerciale. Les frères sont choqués, ce n'est pas une mince affaire. Il y a 3 conditions pour fonder une nouvelle compagnie de commerce. D'abord payer les frais d'enregistrement de la guilde des marchands. Ensuite posséder une boutique à leur nom. Enfin, il faut l'appui d'un noble titré. Les 2 premiers points sont simples, mais le vrai problème, c'est le dernier. Il n'y a qu'une personne titrée qui pourrait aider, alors Vaughn va voir Panamera. Vaughn est stupéfait quand elle accepte, car il lui fait remarquer que ça pourrait lui attirer des ennuis. Elle entrerait en concurrence avec la Mary Chamber of Commerce, soutenue par la famille royale qui pourrait se retourner contre elle. Panamera s'en fiche, elle voit surtout le bénéfice pour elle. Être fondatrice d'une petite compagnie en tant que noble fraîchement nommée peut encore rehausser son rang. Elle n'a ni chevalier ni terre à son nom si elle veut grimper dans l'échelle sociale. Il lui faut des coups d'éclat qui font jaser. Vaughn lui propose alors de prétendre qu'elle a tué le dragon. Ça ferait parler d'elle à coup sûr et surtout, la famille de Vaughn ne découvrirait pas son implication. Hélas, Panamera rétorque que ça ne marchera pas. Abattre un dragon déclenche toujours une grosse enquête. Tout le monde voudra connaître le moindre détail de la mise à mort du dragon et toutes les réponses finiraient par ramener à Vaughn. Mauvaise nouvelle, il craint d'être exilé. Panamera explique qu'il y a un moyen d'éviter ça, que Vaughn obtienne lui-même un titre. Elle ajoute que tous les nobles ont un titre. Elle est montée depuis chevalier, le rang le plus bas, et ça a pris une éternité. Vaughn est le fils de Marquisto, donc il commencerait probablement comme baron. Van n'aurait qu'à déclarer que c'est lui qui a terrassé le dragon. Van est contre l'idée, ça le ferait trop remarquer et c'est justement ce qu'il veut éviter à tout prix. Panamera dit que ce serait incroyable, il deviendrait célèbre comme le gamin de 8 ans qui a battu un dragon, une belle réussite qui mérite un titre. Elle comprend ses réticences, quand elle a obtenu le sien, elle s'est fait pas mal d'ennemis. Mais dans son cas, elle les a simplement réduits en cendres. Panamera le rassure. S'il a des ennemis, il peut toujours les abattre avec ses arbalètes. Laisser plein de corps derrière soi découragera sûrement les opposants. Vaughn fait remarquer que s'il revendique la victoire, elle ne pourra pas s'en servir pour sa propre promotion. Panamera est insultée, elle ne comprend pas pourquoi un gamin de 8 ans s'inquiéterait d'elle. Vaughn retire sa remarque en voyant à quel point Panamera peut être terrifiante. Elle lui assure qu'elle gérera sa promotion et qu'il pourra garder la gloire d'avoir tué le dragon. Quand Vaughn retourne au village, les frères sont ravis d'apprendre que Panamera les soutiendra. Ça veut dire qu'ils peuvent monter leur compagnie commerciale et ils sont aux anges. Ils demandent à Vaughn s'il leur vend les matériaux du dragon pour le remercier. Il propose 130 platines. Super prix, l'affaire est conclue. Ils doivent partir pour la capitale royale vendre tout ça, mais toutes les calèches ont disparu. Horrifiés, les frères apprennent que les marchands les ont emportés. Panamera arrive et explique que c'était volontaire. Sans moyen de transporter les marchandises, les frères n'auront d'autre choix que de céder aux marchands. Vaughn les rassure. Il peut construire une nouvelle calèche.
Il faudra quand même un cheval pour l'attirer, alors Panamera propose son cheval de guerre. Ses montures sont dressées et rapides comme l'éclair. Ailleurs, les marchands rient en se disant que les frères reviendront à quatre pattes. À ce moment-là, ils sont horrifiés de voir quelque chose foncer droit sur eux à toute vitesse. C'est Panamera et les frères, leur carrosse file devant eux en trombe. Les marchands se demandent pourquoi Panamera est avec eux et craignent le pire. Ils comprennent qu'avec l'appui d'un noble, les frères pourraient monter leur propre compagnie commerciale. À la capitale royale, Panamera va parler au roi Dino. Elle veut qu'il accorde un titre à quelqu'un, mais il réplique qu'il n'y a personne ici. Panamera explique que la personne est le seigneur d'un village reculé et qu'il s'en occupe en ce moment. Dino se demande pourquoi elle recommanderait un tel homme, alors elle égrène les hauts au fait de Vaughn. Elle dit qu'il a accompli tant de choses, mais ce qui est encore plus prometteur, c'est son potentiel. Dino demande de quel exploit elle parle, lui qui n'attend rien d'un village perdu. Il tombe des nues quand Panamera révèle que Vaughn a vaincu un dragon de la forêt. Il se demande si ce seigneur est un mage élémental, mais Panamera nie. Le don de Vaughn, c'est la magie de production. Dino, intrigué, veut en savoir plus sur ce que Vahan a fait. Panamera raconte que dès son arrivée, Vahan a protégé le village contre des bandits, puis il a utilisé sa magie de production pour entourer le village de murs et d'un fossé. Vahan a encore amélioré les défenses et c'est à ce moment-là qu'il a vaincu le dragon. Panamera explique ensuite comment elle a immobilisé la bête pour que Vahan et ses hommes portent le coup final. Tout cela a du mal à passer pour Dino, alors Panamera sort une canine de dragon qu'elle a apportée, preuve suffisante, et elle suggère même qu'il aille voir le village pour constater les améliorations. Dino, très intrigué, dit qu'il veut rencontrer Vahan au plus vite. Sa mission est un franc succès, elle annonce donc à tout le monde que Vahan a reçu le titre de baron. La nouvelle se répand vite, tout le monde réalise que c'est bien le vent qu'on disait prodige. On parle désormais de sa victoire sur le dragon et Panamera prédit que les choses vont devenir intéressantes. Un peu plus tard, on voit que Vahan a embelli les maisons des villageois. Il a beaucoup travaillé, la construction de sa cité avance bien et pour renforcer la défense, Vahan a aussi érigé 2 tours gigantesques. Il en baptise une tour oligo et l'autre tour raisin. Les tours symbolisent là l'établissement et permettent de repérer l'ennemi de loin. L'estomac de Vaughn gronde, alors il propose qu'on mange tout en haut d'une des tours. Les sandwichs aux œufs de Tyl font un tabac, tout le monde se régale avec une vue superbe sur le village. Asparta note qu'on a maintenant de vrais bâtiments et des services, il est peut-être temps d'appeler ce hameau une ville. Tout le monde propose Von Town, mais Von déteste ce nom. Il demande l'avis de Lady Hart, mais elle a autre chose en tête. Pas Lady Hart, juste Hart. Ça la rapprocherait beaucoup de lui, alors Von accepte. Tyl veut fêter la bonne marche des choses et révèle qu'elle a apporté un gâteau. Vaughn se demande d'où viennent les ingrédients. Tyl répond que c'est grâce aux frères. Après leur installation au village, elle a pu acheter tout ça chez eux. Vaughn est ébahi par tout ce qui se passe et trouve que cet endroit devient une bien jolie bourgade. Vaughn s'étonne que Tyl ne mange pas de gâteau. Elle avoue s'être laissée emporter par la pâtisserie. Elle en mange tous les jours et a pris beaucoup de poids. Jess monte la garde et signale qu'il y a du monde à la porte d'entrée. Les visiteurs demandent si c'est le village de Sciato, mais Vaughn n'a aucune idée. Asparta explique qu'un peuple nommé les Sciato vivait sur ces terres avant qu'il n'y ait un village. Ils disent de venir d'un village voisin et être en détresse. On les taxe lourdement et ils n'ont plus de jeunes pour travailler. Ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts, alors ils sont venus demander de l'aide. Vaughn demande ce qu'il est advenu de leurs jeunes, et il raconte donc qu'ils ont été emmenés par le comte. Le comte prépare la guerre et a réquisitionné tous les jeunes pour gonfler ses forces. Vaughn sait qu'il ne devrait pas forcément accueillir des gens d'autres domaines, mais il voit qu'ils ont risqué leur vie pour venir ici. À la surprise générale, il propose qu'ils puissent s'installer ici s'ils le souhaitent. Ils répondent qu'ils n'ont pas d'argent, mais Vaughn assure que ce ne sera pas un problème. Ils n'auront pas d'impôts pendant un moment. Il dit qu'ils ont tout ce qu'il faut et tous se demandent à moi, du moins, si cet endroit n'est pas le paradis. Ils ne sont que 10 à avoir fait le voyage, mais il y en a encore 300 dans leur village. Vaughn se demande si une maison par famille suffira et pour eux, ça ressemble à un rêve devenu réalité. Ils hésitent à accepter autant de bonté.
Vaughn les rassure et dit de ne pas s'en faire. Il enverra des charrettes pour ramener leurs affaires, mais eux répliquent qu'ils ont des vaches pour tout porter. Vaughn est ravi. Les vaches donneront du lait, avec ça ils feront du fromage, du beurre et bien plus. Une vraie industrie pour le village, Van trépigne d'impatience. Plus tard, on voit Van envoyer des aventuriers chercher le reste du village. Une villageoise avoue qu'elle était contre la relocalisation. Ils passent d'un coin perdu à un coin encore plus reculé. Oroto la rassure. Le village de Van, c'est presque un paradis. De retour, Van invite tout le monde à découvrir le village Toa. Il voit leur fatigue et propose du barbecue et une bonne nuit dans les maisons préparées. Ils se demandent s'ils peuvent vraiment déguster ce mets si appétissant. Vaughn les pousse à se servir à volonté. Le festin commence et la nourriture est si bonne que certains en pleurent, presque. Préparer ce barbecue et ces maisons pour 300 personnes a demandé du labeur, mais Vaughn juge que ça valait la peine. Avant de se reposer, les gens expriment qu'ils voudraient travailler. Ils veulent gagner leur vie, et Vaughn se souvient qu'ils doivent être rongés d'inquiétude. Il les rassure. Il y a du travail, tenir des boutiques, cultiver de nouvelles terres. Le chef explique que Vaughn a tellement changé le village qu'ils feront tout pour aider les nouveaux arrivants. Ceux-ci hésitent devant tant de générosité, mais Vaughn les invite encore à ne pas s'inquiéter. Pour apaiser leurs craintes, Vaughn sort tous les gâteaux qu'elle a faits. Elle annonce qu'une compagnie commerciale verra bientôt le jour ici, que le village va se développer et leur dit de se détendre et de profiter. Les villageois sont incroyablement reconnaissants et commencent à réaliser qu'ils peuvent vraiment vivre ici. Vaughn est soulagé, fini l'angoisse, place à la vie tranquille et aux petits plaisirs du quotidien. Esparta signale qu'ils sont encore loin de pouvoir accueillir 10 000 personnes, alors Vaughn promet de continuer à bosser sur sa cité. Plus tard, après une longue journée, il rentre et Esparta lui rappelle qu'il est temps d'étudier. Vaughn n'en revient pas que sa journée ne soit pas finie. Esparta lui rappelle qu'il reste beaucoup à faire. Les aventuriers Jastan arrivent en s'excusant tout de suite. Ils auraient dû éviter de trouver le donjon. Le village n'était pas prêt, mais tant pis. Ils ont trouvé l'entrée du donjon et comme le dit Bardis, il faut le signaler tout de suite. Il n'y a pas d'autre option. Sylvain devra envoyer un messager à la capitale royale. Avec un donjon découvert, des aventuriers vont affluer au village et le père de Vaughn apprendra tout. Les aventuriers s'excusent encore, mais Vaughn répond que c'est comme ça. Il conclut qu'Hazard est celui qui a découvert le donjon, puisqu'il est éclaireur du groupe, donc Van dit que c'est lui qui devrait partir avertir la capitale. Quant aux deux autres, Van veut qu'ils explorent les environs du donjon. Orto hésite à laisser Zara partir seule à la capitale, mais change d'avis quand Van propose une grosse pièce d'or en récompense. Van se sent désolé pour Zara, alors il lui offre une petite épée courte en mithril pour le remonter. Tout le minerai de mithril est parti dans cette lame, elle est donc précieuse. En route vers la capitale, Zara tombe sur des monstres qui viennent d'attaquer une carriole. D'habitude, ces géants auraient été un défi pour Zara, mais avec sa lame en mithril, il gagne en assurance. Il en abat un d'un coup et leur conseille de battre en retraite pendant qu'ils le peuvent. Ils ne reculent pas, alors Zara n'a d'autre choix que tous les éliminer. Jesta et une fille nommée Flameria remercient Zara pour l'avoir sauvée. Elle a l'air célèbre et veut savoir qui il est. Zara se présente comme un humble aventurier. Flameria dit qu'elle rentre maintenant à la capitale et propose de rembourser Zara plus tard, autour d'un rendez-vous. Zara lui dit qu'il va aussi à la capitale, qu'elle peut monter sur son cheval. Flameria ne veut pas déranger, mais Zara insiste. Et pour la rassurer, il ajoute que son cheval préférera porter une jolie fille plutôt qu'un type comme lui. Il se demande pourquoi elle part pour la capitale. Elle raconte sa triste histoire. Son père était baron, mort au combat, ses terres conquises, et elle doit désormais chercher du travail comme servante chez un noble. Zara répond qu'il vit dans un village reculé et qu'elle devrait venir avec lui. Il est sûr qu'elle y trouvera du travail et surtout, il pourra la protéger. Flameria, bouleversée par sa bonté, accepte. De retour au village, Van réfléchit. Maintenant que le donjon est découvert, les aventuriers vont affluer. Il faudra construire un avant-poste séparé pour les accueillir. Asparta trouve l'idée judicieuse et suggère que Vahan nomme un gouverneur pour le surveiller.
Van restera au village, donc il vaut mieux qu'une personne s'occupe de l'avant-poste. Van choisit Asparta, celui-ci propose aussi de créer un nouvel ordre chevaleresque pour maintenir la paix. Van accepte et désigne Di et ses chevaliers pour Seatao et un ordre Sardi pour l'avant-poste. Van part créer l'avant-poste avec l'aide de quelques villageois. Tout avance bien, à ce rythme ce sera fini en 1 mois et en travaillant, une idée germe dans sa tête. Il demande à Di d'évaluer les ouvriers pour voir qui conviendrait comme enregistreur chevaleresque. Di choisit quelques-uns pour l'ordre CTOS, mais il révèle qu'ils ont déjà été recrutés par Asparta. Van est horrifié, Asparta est déjà en avance sur lui. Jastanzar revient après avoir déposé son rapport à la capitale royale. Van se demande qui est la fille, alors Zara explique qu'il l'a rencontrée en chemin. Flameria se présente et raconte que Zara l'a sauvée lors d'une attaque. Le modeste Zara refuse tout le mérite et dit que c'est grâce à l'épée courte que Van lui a fabriquée. Aux yeux de Flameria, Zara est plus merveilleux que les héros des légendes. Les deux sont visiblement très proches et Van comprend enfin la situation. À ce moment-là, une foule d'étrangers fonce vers nos héros et Vaughn conclut que l'apocalypse a commencé. Zara le rassure en disant que ce sont juste des aventuriers venus pour le donjon, pas la fin du monde. Quand Zara l'a dit à la guilde, une bande d'idiots est partie vers le village à la recherche de trésors. Ces gars-là sont un peu fous, alors Van les compare à des méchants d'un monde post-apocalyptique. Ils ne sont pas si méchants pourtant, ils s'inquiètent pour le groupe de Van et leur disent de se mettre à l'abri. Ils ont l'air gentils, mais Vamirius trouve leurs têtes effrayantes. Ils avertissent que ça serait dangereux si un monstre surgissait, mais Vaughn explique que le village n'est pas loin. Les types sont ébahis parce que ça ne ressemble pas du tout à un village. L'endroit est entouré de remparts gigantesques, ils se demandent comment un petit village a pu en construire autant. Vaughn leur montre et les aventuriers deviennent fous. Jamais ils n'avaient vu une magie pareille et ils sont encore plus choqués quand ils apprennent que Vaughn est le seigneur des lieux. Il parle d'un gamin envoyé dans un village perdu, mais d'interrompt immédiatement ses insultes à l'encontre de Vaughn. Les aventuriers cherchent vite la bagarre, mais Dé les remet rapidement à leur place. À partir de là, les Mohawks ne montrèrent plus que du respect envers tout le monde. Peu après, Orto et les autres reviennent du donjon. Zara les présente à Flameria et annonce qu'ils vont à l'auberge. Orto et les autres sont en état de choc, incapables de croire que Zara a trouvé une copine. Vaughn se demande s'il doit construire une maison pour le nouveau couple, et Orto n'en revient pas d'être dépassé. Concernant le donjon, les aventuriers expliquent qu'il y a très peu de monstres aux alentours. L'entrée est dans une crevasse profonde, donc c'est un endroit assez dangereux. Vaughn demande la distance et on lui répond que c'est à 2 ou 3 heures de carrosse. Pluriel ajoute que la zone autour de la plupart des donjons est très rude. On peut tenir de petits avant-postes, mais personne n'a jamais réussi à construire à grande échelle. Vaughn sent où il veut en venir et ça ne lui plaît pas. Pluriel ne mâche pas ses mots. Vaughn pourrait être le premier à bâtir une grosse base tout près d'un donjon. Vaughn essaie de dire qu'il n'est qu'un gamin et qu'il ne peut pas aller en un endroit si dangereux. Plurio ne se laisse pas faire et rappelle que les aventuriers veilleront sur lui, mais Vaughn refuse de partir. Il veut continuer à s'amuser à construire sa petite ville dans le village. Vaughn ne peut pas esquiver ses responsabilités, alors il dit avoir des exigences. Ils devront lui apporter des friandises et il veut que ses amis l'accompagnent. Dé et Esparta seront occupés et devront rester, mais il veut transporter du matériel jusqu'au camp en bon état. Vaughan ajoute plusieurs demandes et parie que les aventuriers finiront par abandonner l'idée de l'emmener. Malheureusement pour lui, Pluriel assure que les préparatifs seront faits. Le lendemain, ils partent tous pour que Vaughan puisse bâtir une base près du donjon. En chemin, le groupe tombe sur un troll géant. Les nouveaux aventuriers n'hésitent pas une seconde et l'éliminent. Le voyage est long, les filles admirent le paysage. Vaughn n'est pas emballé par tout le travail, mais au moins il est content qu'elle profite du paysage. Ils approchent déjà, mais Vaughn ordonne au char de s'arrêter quand il aperçoit quelque chose d'édifiant. Ils sont arrivés à une crevasse profonde et Vaughn est horrifié par le détachement des aventuriers. Les aventuriers la traversent comme si de rien n'était et Vaughn comprend enfin la situation. Ces gens sont intrépides et ne semblent pas saisir la notion de prudence d'abord. Vaughn convoque un rassemblement et dit qu'il faut repenser leur approche des lieux dangereux. Il veut qu'ils apprennent à prévoir le danger et gérer les risques. Zara n'écoute pas et continue de danser sur la sangle qui relie les deux bords de la crevasse.
Vaughn lui remet les pieds sur terre en lui faisant imaginer ce qui arriverait s'il donnait un coup et faisait tomber la sangle. Il explique que la vie de Zara pourrait finir tragiquement et enfin tous les aventuriers comprennent. Une fois ce point réglé, Van surprend tout le monde en bâtissant un pont solide. Cela les mène à l'entrée du donjon, mais il y a un souci, l'espace est restreint et Vaughn doit établir sa base ici. Il devra s'adapter, alors il demande aux aventuriers ce qu'ils voudraient qu'ils construisent. Ils réclament une taverne pour la base et un parc d'attractions. Évidemment, Vaughn refuse leurs idées et se met au travail. D'abord, il érige une porte pour l'entrée du donjon afin d'empêcher les monstres de sortir. Ensuite, il construit des logements pour les aventuriers. Finalement, la base est achevée et tout le monde est bouche bée devant cet immense bâtiment. Le premier étage abrite une zone de repos et un débarras. Le deuxième, une cafétéria. Le troisième, une salle de sommeil. Et pour couronner le tout, Vaughn a même construit une terrasse surplombant les lieux pour que les aventuriers puissent se détendre un peu. Tout le monde adore la base parce qu'elle leur offre un endroit où se reposer entre deux excursions dans le donjon. Vaughn a même installé des réservoirs d'eau et des récupérateurs de pluie sur le toit pour qu'ils aient le toujours de l'eau. Son travail terminé, Vaughn confie la base aux aventuriers. Il demande à Ortho de veiller sur eux. Ortho promet de bien faire. Il commence à faire sombre. Sivan dit qu'il doit partir. Les aventuriers plaisantent en disant qu'il a peur du noir. Sivan songe même à détruire toute la base. Puis Jess, enfin Hart, repère un mitrilore à côté et tout le monde la félicite de l'avoir trouvé. De retour au village, Vaughn blêmit en voyant Asparta qui l'attend. Vaughn sait qu'il est dans de beaux draps. Il est rentré bien après l'heure. Asparta annonce qu'il faut parler et Vaughn est terrorisé. Il supplie les autres de l'aider mais ils n'ont rien à offrir. Van affirme que tout est la faute des aventuriers, donc Ortho doit l'aider. Ortho tente d'expliquer, mais Asparta lui intime de se taire. Asparta emmène Vaughn et le pauvre ne peut que s'excuser. Merci d'avoir regardé mon résumé, pensez à liker la vidéo.